Bienvenue à la règle du jeu dans notre petit cénacle de pensée qui se réunit tous les dimanches au cinéma Saint-Germain. Alors on est très heureux de vous accueillir, bien sûr, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes depuis le 7 et le 9 janvier au cœur de l'actualité. Je rappelle bien sûr à nos auditeurs présents physiquement, mais aussi à tous ceux qui vont voir le film de notre entretien sur le site de la règle du jeu, que vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes également directeur de recherche, enfin Senior Research Fellow au John Jay College of Criminal Justice de New York. Et vous enseignez également le droit et les sciences politiques à l'université de Pékin. Vous conseillez un certain nombre de gouvernements, ainsi que the New York Police Department, le fameux NYPD, la Sûreté du Québec, et le Los Angeles Sheriff Department. C'est dire que donc vos conseils en matière de criminologie, de lutte antiterroriste sont aujourd'hui très écoutés. Je n'énumère pas l'ensemble de vos titres, mais je rappelle simplement deux livres que vous avez récemment fait paraître, l'un en collaboration avec Christophe Soulaise, Le terrorisme pour les nuls, qui est, il faut bien dire, une synthèse tout à fait complète sur la nature du terrorisme actuel, qui paraît dans la célèbre collection pour les nuls, qui est une collection beaucoup plus sérieuse que son titre ne peut le laisser apparaître. Et par ailleurs, donc, vous avez signé récemment un Que sais-je avec Jean-Louis Bruguière, Les 100 mots du terrorisme, ainsi qu'un livre, mais sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure au cours de notre conversation, Une histoire de la médecine légale et de l'identification criminelle, en collaboration cette fois-ci avec Roger Daché aux éditions des presses universitaires de France. Alors, sans transition, comme on dit dans d'autres cénacles, Alain Boer, je vais vous demander qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans le terrorisme auquel nos démocraties, puisque c'est le titre de ce séminaire, doivent faire face et doivent déjouer. Bonjour, merci d'abord de votre invitation, cher Alexis Lacroix. Merci à tous ceux qui ont choisi par un matin relativement frais de venir au cinéma pour ne pas voir un film. Mais c'est pour voir mieux qu'un film. En tout état de cause, pour répondre à votre question, lorsque je commence mon cours de criminologie, que ce soit à Paris, à New York ou à Pékin, car ce sont 3 cours de criminologie, j'explique toujours que ce qui est nouveau est ce qu'on a oublié. La pratique de la rétractation du temps et de l'espace, la twitterisation des cerveaux, provoque en général un moment médiatique, plus que scientifique, qui vise à ce que tout ce qui arrive est par essence nouveau, que l'arrestation d'un criminel est par essence l'arrestation du dernier des parrains, qui précède de quelques jours l'arrivée du nouveau, d'ailleurs, en général, dans le même journal. Et donc, nous avons un problème de perspective. Soyez pas trop cruel avec les journalistes. Hein. Juste qu'il faut, un petit peu, c'est parce qu'on les aime bien. Enfin, pas tous, d'ailleurs. Dans la réalité, le processus général en matière de terrorisme est d'abord que tous les fondamentaux du terrorisme sont nés à un moment très précis de l'histoire, en Russie, à la fin du XIXe siècle, par la Narodnaya Volia, qui a à peu près tout inventé. Absolument tout, y compris l'attaque d'avions kamikazes qu'il souhaitait envoyer sur le palais d'été du Tsar, bourré d'explosifs. Donc, Tom Clancy n'a rien inventé, en fait, c'était les Russes. Hein. Les Russes ont commencé, et en plus, ce n'était pas une invention romanesque, mais une invention techniquement réfléchie. Il y a peu de nouveautés, y compris en matière de propagande. Il y a peu de nouveautés en matière d'organisation. Il y a peu de nouveautés en matière de moyens. Il y a un peu de technologie en plus, mais il y a beaucoup de confusion sur l'usage du terme cyber et du terme cyberterrorisme en tant que tel. Non, ce qui est nouveau est beaucoup plus récent. Jusqu'à 1989 et la chute du mur de Berlin, dans la période qui va, on va dire, de l'après-guerre à la chute du mur, le terrorisme est essentiellement un terrorisme d'État, un terrorisme pouce-bouton. À Washington ou à Moscou, quelqu'un décide que ça va se faire, ça doit s'arrêter ou ça va s'interrompre, parce qu'il faut l'alliance, l'aide, le soutien d'un État pour les vrais faux papiers, pour les explosifs, pour les armes, pour les camps d'entraînement, pour les transports, pour l'argent, pour la protection. Bref, il faut que quelqu'un vous aide. À partir de la chute du mur de Berlin, il y a plusieurs phénomènes qui font passer le terrorisme singulier en un terrorisme pluriel. D'abord, il y a
peu à peu la fin des terrorismes d'État traditionnels. La plupart des grands opérateurs publics arrêtent le terrorisme parce que ça ne correspond plus ni à leur politique ni à leurs enjeux. Les Iraniens, les Syriens et quelques autres qui avaient d'ailleurs un terrorisme extrêmement ciblé et très marqué précisément s'arrêtent. Les grands terrorismes régionaux, irlandais et basques, disparaissent. Les petits terrorismes régionaux, bretons, corses, soit sont récupérés uniquement par le crime organisé, soit ont tendance à ne plus apparaître du tout. Et on voit apparaître essentiellement des opérations de rackets, d'attentats. Le terrorisme mafieux n'existe qu'en Italie et dans une toute petite période avant que la Cupola, l'organisation centrale de la mafia sicilienne, décide d'y mettre fin en permettant l'arrestation de son chef, faute de pouvoir s'en séparer elle-même. Et puis, on voit apparaître tout d'un coup, petitement, sans y faire vraiment attention, quelque chose de très nouveau, vraiment très nouveau, c'est les hybrides. Ça, c'est en 95, parce que ça fait 20 ans. C'est pas d'hier, c'est pas de la semaine d'avant, c'est pas du 7 janvier, c'est pas de Mera. Il s'appelle Khaled Kelkal. Khaled Kelkal, c'est un criminel, connu pour des activités purement criminelles, et qui va devenir l'opérateur du GIA durant la guerre civile algérienne en France, par des attentats à la bombe. Bombe artisanale, mais bombe quand même. Il sera abattu par les gendarmes, et on ne sait pas ce que c'est. Car, il faut le savoir, la gestion de la politique publique contre le terrorisme ressemble à la gestion de n'importe quel service de renseignement. On aime bien les petites cases. Et dans chaque petite case, on met un individu clairement identifié. Criminel, terroriste, islamiste. Ce que vous êtes en train de nous dire, Alain Boer, c'est que les hybrides, dont peut-être Mera et plus récemment les frères Kouachi, Koulibaly aussi, sont des prototypes, sont des terroristes dont la caractéristique est d'osciller entre une délinquance de droit commun et des activités terroristes occasionnelles. C'est ça. D'habitude, le terroriste politique, il était d'abord un terroriste politique et il faisait un peu de racket pour financer sa cause. Le criminel, lui, il était criminel et il ne se préoccupait pas de justifier quoi que ce soit, puisque son activité est essentiellement économique, elle tient du pouvoir de l'organisation et elle nécessite simplement une gestion économiquement rationnelle de processus illégaux. Là, pour la première fois, il y avait un entre-deux. Alors en plus, Kelkal, il portait pas la barbe, il n'avait pas de djellaba, surtout coupé court, il n'était pas connu pour être particulièrement salafiste. Bref, il était une espèce inconnue. L'année suivante, des soldats en perdition français, certains convertis, Caz et Dumont, dit le gang de Roubaix, apparaissent et après un certain nombre d'attaques à main armée, finissent en partie, et d'autres seront attrapés plus tard, dans l'explosion de leur cache à Roubaix, justement, assiégé par les forces de police. Et puis plus rien. Du tout. Rien du tout. 2001 arrive et on a des vrais terroristes venus d'une organisation créée par l'Occident pour lutter contre les Russes et qui est une sorte de golem. Elle se retourne contre ses fondateurs. Mais après tout, on les connaissait. Comme on disait dans les affaires des soi-disant armes de destruction chimique de Saddam Hussein, on savait ce qu'on avait livré puisqu'on avait gardé la facture et le bon de livraison. Il n'y avait pas de surprise particulière. Il s'était certes retourné contre les Occidentaux après avoir fait la guerre contre les Russes, mais il n'y avait aucune nouveauté dans le secteur. On était passé à l'hyperterrorisme. On n'avait pas su ce qui était en train de se passer, même si on ne manquait pas d'informations sur le sujet, mais au moins les choses étaient claires. Et Mera arrive. Et Mera, c'est un Kelkal. C'est une pure reproduction de Kelkal. Il a toutes les caractéristiques de Kelkal, sauf que lui, en plus, il est parfaitement identifié, vu, connu. Et que la DCRI de Toulouse fait très bien son métier en disant « ce Gus est extrêmement dangereux, il faut faire attention, il va se passer quelque chose ». Et la DCRI de Paris envoie des hauts fonctionnaires charmants, extrêmement sûrs d'eux-mêmes et un peu arrogants. Le pauvre Gus de Toulouse est par ailleurs un gardien de la paix, un peu beurre, et donc on lui demande gentiment s'il ne veut pas aller faire le café, pendant que les gens sérieux s'occupent des choses sérieuses. Et Mera passe au travers du radar parce que justement, il n'est pas dans la bonne case. Il n'a pas de djellaba, il n'a pas de barbe, il boit, il fume, il sort en boîte. Il ne peut pas être un terroriste salafiste. Au contraire, peut-être même qu'on va pouvoir en faire un informateur, quelqu'un qui pourrait être utile, parce qu'il est allé en vacances en Afghanistan et il a ramené ses photos de vacances. Et ça marche.
paradoxe de ces affaires, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. C'est vrai. Et vous arrivez à l'affaire Kouachi et Koulibaly avec deux catégories là, très paradoxales, parce que ce ne sont pas les mêmes. Kouachi, ils sont vus, repérés, suivis pendant 3 ans, et ils enfument les policiers. Autant dans l'affaire, comme dans l'affaire Mera, une partie des policiers ont parfaitement fait leur travail, d'autres ont été déterminés et ont tenu aussi longtemps que possible, et ils se sont fait enfumer. Ça peut arriver à tout le monde. Si je suis un menteur et que vous me croyez, c'est vous la victime et moi le menteur. Si je vous dis la vérité et que vous ne me croyez pas, l'idiot, c'est vous. Dans ce cas précis, pour les Kouachi, la police a fait tout ce qu'elle pouvait, et simplement, elle n'a pas vu, mais elle a essayé. Vous regardez Koulibaly, et là, vous avez une immense interrogation. Koulibaly, il n'est pas connu, il est célèbre. Il a un dossier criminel considérable, il est le patron de la grande bande, c'est pas rien. Il est le patron de Sato, la Frêne, c'est pas mal. Et il est l'artificier du groupe Belkacem. Alors, artificier dans un groupe terroriste, c'est pas celui qui va faire les courses. C'est le numéro 2 du groupe, parfois le numéro 1, c'est quelqu'un d'essentiel, d'important. Il sort de prison, on lui enlève son bracelet, et il disparaît. Il n'a même pas besoin de se cacher, puisqu'il sort totalement du radar. Personne ne s'en occupe. Et là, vous avez une vraie interrogation, justement, sur la nature, non pas de l'information, mais de la compréhension. Et puis, vous avez une nouvelle catégorie, qui, elle, apparaît au moment de l'intifada, mais qui a vocation à se répandre, ce qu'on appelle le lumpen terroriste. Lumpen terroriste, Karl Marx expliquait que le lumpen prolétariat... C'est une formule que vous empruntez effectivement à Karl Marx. Il faut assumer. Vous assumez vos filiations idéologiques pas du tout. Et philosophiques. Non, je lis Karl Marx, mais voilà. Je n'assume pas de filiation. Alors, les lumpen prolétaires, c'était les prolétaires en haillons. C'est ça. Force motrice de la révolution, s'il en est. Non, anti-révolution, justement. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas devenir des révolutionnaires, ils n'ont pas de conscience politique. Donc ils ne sont pas une force motrice, ils sont une force bloquante. Et donc Marx les dénonce comme des ennemis de la révolution, des ennemis de l'évolution du prolétariat, des ennemis parce qu'ils sont réactionnaires. Réactionnaires, faute de conscience. Les lumpen terroristes, eux, sont parfaitement spontanés. Ils sont totalement pas organisés, ils utilisent les moyens du bord. Ils sortent avec leur voiture et ils foncent dans un abribus. Et ils prennent une tractopelle et ils attaquent une patrouille de l'armée. Ils sortent un couteau et ils attaquent un soldat sur un quai de gare, ce qui a déjà eu lieu il y a plusieurs années à La Défense ou récemment à Nice. Et voilà. Et donc, vous êtes face à un kaléidoscope de terrorisme avec un S qui bouleverse totalement l'idée merveilleuse et formidable qu'il n'y en avait qu'un seul. Et puis, deuxièmement, vous avez un effet que je qualifierais de rétinien. Vous savez, quand vous regardez trop le soleil, vous avez des petits points noirs qui s'incrustent et il faut un certain temps qu'ils disparaissent. Il y avait une obsession dans les services de renseignement et de sécurité intérieure qui était assez simple. L'ennemi rouge. Après 89, un peu désœuvré, on a décidé que l'ennemi rouge allait être remplacé par un ennemi jaune. C'est ce qu'on appelle un ennemi de confort. On sait qui c'est, on le connaît, on n'a pas besoin de se creuser le cerveau pour savoir comment ça marche, les règles sont connues, il y a une littérature considérable, policière et scientifique sur la question, tout est archi clair, connu et identifié. Là, on est face à un truc qu'on ne sait pas, c'est perturbant, c'est déstructurant, ça pose des problèmes d'organisation, il faut se réadapter. Et à ce moment-là, on décide que l'ennemi doit correspondre à ce qu'on veut, et pas à ce qu'il est, parce que c'est quand même plus facile. Et pourtant, vous aviez alerté, hein, puisque vous êtes l'auteur, le co-auteur, avec un Américain qui s'appelle Mitch Zilber, pour le compte donc, de la police de New York. Vous êtes l'auteur d'un rapport qui a presque 10 ans maintenant, Alain Boer. 12. Là, il y a marqué 2006. Mais, non, il est publié, mais il est publié en rédigé 2006. Fin 2003. Et il est rédigé en fin 2003, et il s'intitule « La radicalisation en Occident, la menace intérieure ». Et vous y écriviez, c'est intéressant parce que ça prouve qu'il y a un retard à l'allumage quand même dans la prise de conscience des pouvoirs publics dans les différents pays. Vous y écriviez le diagnostic suivant, que je lis: tandis que la menace extérieure demeure, plusieurs des attentats terroristes ou des complots contrecarrés dans des villes en Europe, au Canada, en Australie ou aux États-Unis ont été conceptualisés et planifiés par des résidents et ou citoyens qui ont cherché à attaquer leur pays de résidence. Et vous ajoutiez, avec Mitch Zilber, la majorité de ces individus sont considérés comme ordinaires, ils avaient des motifs ordinaires, des vies ordinaires et peu d'antécédents
criminels. Et ensuite, donc, vous citez le fameux complot fomenté par des djihadistes de souche locale et contrecarré donc, en mai 2007 contre le fort Dix dans l'État du New Jersey, près de New York. Oui, alors c'est une histoire intéressante parce que même s'il est bien, et je vous en remercie, de faire croire que je dispose d'une science extraordinaire, que je suis une sorte de Cassandre, en fait, ce n'est pas moi le responsable de ça. Moi, je suis celui qui a coordonné ces de travaux. Deus ex machina, ça vous Voilà. prête beaucoup. Non, ouais. c'est Raymond Kelly. Raymond Kelly est un militaire, un béret vert, qui va devenir flic en rentrant du Vietnam et qui va faire tout. Comme beaucoup des chefs de la police aux États-Unis, ils ne sortent pas de l'école nationale de l'administration directement. Ils commencent par être flic de base, puis sergent, lieutenant, capitaine, détective, et ils montent dans la hiérarchie. Il va devenir sous-secrétaire d'État du président Reagan, chargé des douanes et de l'immigration, et il va devenir, après le 11 septembre, chef de la police de New York. Je le connais par un parfait hasard, et je suis invité un jour à une séance de prise de commandement en 2002. Et Ray Kelly est là, et il y a devant lui, un peu dans cette configuration, tous ses responsables, directeurs, chefs de service, dans une très belle salle d'une très moche tour qui est le One Police Plaza à New York, et il leur dit bonjour, voilà, je suis votre nouveau chef. Quelques mots de bienvenue, nous sommes là, on pense que c'est une cérémonie parfaitement protocolaire avec petit four. Et il dit voilà, alors l'année dernière, comme vous le savez sans doute, nous avons eu un petit problème, nous avons eu 3000 morts, nous avons perdu le World Trade Center, le tiers du Pentagone, et nous avons failli perdre le Capitole, le Parlement. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un succès? Bon, non, chef. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est une sorte d'échec. Bon, oui, chef. Bien. Alors maintenant que nous sommes à peu près d'accord sur ça, franchement, je ne veux pas savoir de qui c'est la faute. Je m'en fous. Je ne veux pas savoir si c'est le FBI qui est nul, la CIA qui ne nous parle pas, nous qui sommes des incapables. Ce sujet n'a aucune espèce d'importance. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que ça ne se reproduise pas. Alors, vous voyez, j'ai eu une idée. Vous connaissez les universitaires, les chercheurs, tous ces gens arrogants, suffisants, méprisants, qui passent leur temps à nous expliquer des trucs alors qu'ils n'y connaissent rien et qui donnent l'impression de connaître nos métiers alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une rue. Oh oui, chef. Bon. Eh bien, vous savez ce qu'ils pensent de nous, qu'on est un peu bas de plafond, incapable de conceptualiser notre expérience, que tout juste on pourrait arrêter un voleur de bicyclette et encore, on n'est pas sûr qu'on pourrait en faire quelque chose. Oh oui, chef. Et vous avez travaillé ensemble, hein? Eh oui, voilà. Alors j'ai décidé de créer des binômes. Alors vous voyez, il y a ici Monsieur X, Monsieur Y, Boer. Alors lui, il est français, c'est encore pire que tout. Trucmuche et chose due. Et ils ont 6 mois pour me créer un service de renseignement antiterroriste. Voilà, à partir de rien. Maintenant, je ne veux plus dépendre de personne et je veux que la question antiterroriste soit vraiment traitée. Et alors vous voyez le monsieur qui est là-bas au fond, Monsieur Cohen, il s'appelle. Alors lui, c'est un espion. C'est vrai, c'est le directeur des opérations de la CIA. Il est vraiment très, 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 très méchant. Et alors, lui, il va être le chef du service de renseignement du NYPD. Voilà, vous avez 6 mois, merci, au revoir, bonne journée. C'est comme ça qu'a été créé le seul, unique, moderne service de renseignement antiterroriste et pas anti-espionnage. C'est important de comprendre la difficulté qu'il y a à passer de l'un à l'autre de l'histoire moderne de l'Occident, et le seul qui jusqu'à présent fonctionne et qui a permis, et c'est ça qui est le plus grand paradoxe, c'est qu'au bout de 2 ans, on a beaucoup travaillé sur la nature du terroriste, qui il était. Et on a découvert qu'il changeait, qu'il mutait, qu'il évoluait. Et on fait un rapport avec Mitch Zilber, Arvin Bratt, Brian Jenkins, Bruce Hoffman, et on dit à Ray Kelly, on ne peut pas faire un rapport uniquement pour nous. Parce qu'un service de renseignement, ça ne communique pas, c'est secret. Donc ça ne dit rien à personne. Et Ray Kelly, convaincu, lui-même convaincu, plus courageux que les autres, dit « Eh bien, vous allez en faire un document public ». Alors, évidemment, le document public n'est pas exactement le même que le document, mais il décide de publier un rapport d'un service de renseignement, d'en faire une conférence de presse et de le mettre en téléchargement gratuit sur le site du NYPD. En donnant l'essentiel des informations ou en les édulcorant pour Non, le il y a public 90%, il y a 10% de choses très précises, très détaillées qui mettent en cause ou qui pourraient mettre en danger des sources. Et ça, vous ne mettez jamais en danger une source. Mais il a décidé de donner tout le reste. Et il fait une conférence de presse et il dit voilà, c'est ça. Et il me dit, tu le traduiras en français. Alors là, il n'est pas publié.
Il est juste traduit et remis à quelques exemplaires. Et la réaction immédiate du FBI, c'est tissu d'ânerie, n'importe quoi, universitaire débile, police locale, comme ça qu'ils répondent à la police de New York. Il faut savoir, la police locale, elle a 3400 agents au service de renseignement, hein, c'est-à-dire autant que la DGSI aujourd'hui, 3400. New York, New Jersey, délégation dans 20 grandes capitales. Nous avons joué vraiment fort sur cette affaire. Et 10 ans plus tard, lors des attentats de Boston, le porte-parole du FBI dit « Ah oui, alors tout était écrit dans un rapport du NYPD qui en fait était très bien. » Voilà. Donc il faut toujours 10 ans pour que ça mouline, même aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que les services de renseignement existent déjà. Et que vous ne partez pas de rien. Il faut faire avec. Et on raconte une histoire avec Raymond Marcellin. Raymond Marcellin a été ministre de l'Intérieur il y a 40 ans. Et un beau matin, Raymond Marcellin convoque le patron de la DST de l'époque, qui doit être Marcel Chalet ou Roger Vibaud. Je n'ai toujours pas vérifié, mais je suis sûr que vous le ferez bien mieux que moi. Il leur dit, alors, Chalet, vous savez, c'est bien, les espions soviétiques, les gauchistes, tout ça. Mais il y a un petit truc là qui commence à m'agacer un peu, là, les terroristes, il faudrait quand même qu'on s'en occupe un peu. Alors, c'est l'époque où la DST, d'abord, avait peur de leurs propres épouses, vérifiait qu'il n'y ait pas de micro dans leur salle de bain, et considérait que tout ce qui pouvait les éloigner, même d'un millimètre de la lutte contre l'espion soviétique, était une atteinte à la sûreté de l'État. Donc, évidemment, la première réaction, c'est « il va pas bien, Marcellin, est-ce qu'il n'est pas sous influence, est-ce qu'il ne voudrait pas nous éloigner de notre mission essentielle ?» Bon, tout ça prend un certain temps. Quelques jours plus tard, Marcellin rappelle Chalet ou Vibaud et dit alors, mon truc antiterroriste, il dit, oh, Monsieur le ministre, on n'a quand même pas grand-chose à faire, ça n'a aucune importance. Dit, Marcellin, il avait une qualité essentielle, il était breton, donc têtu. Et il dit, bah, écoutez, il y a l'administrateur des îles Kerguelen, là ça va être un poste qui va souffrir, je suis sûr que vous voulez une promotion, ce à quoi le message est bien arrivé, et secret, sur instruction ferme du ministre contre ces services. La première division, cellule, bureau antiterroriste placé entre les toilettes et la photocopieuse, il ne faut quand même pas exagérer, de la DST luttant contre l'antiterrorisme. Mais ça va toujours être considéré comme un art mineur. On est toujours dans le rêve merveilleux de on va faire tomber un réseau d'espions soviétiques parce que ça c'est important. Puis après on va essayer de faire tomber des espions chinois parce que ça remplace. Mais on a toujours considéré cet objectif comme secondaire. Et ceci explique le gap culturel, voilà. L'espace qui manque entre la prise en compte de l'information qu'on a et l'analyse et la hiérarchisation de ces informations comme importantes. Alors on va venir à ce que vous dites sur les lumpen terroristes, c'est-à-dire en fait ces terroristes qui sont des forces contre-révolutionnaires ou le cœur des forces contre-révolutionnaires d'aujourd'hui dans les sociétés modernes, et pourquoi ils rendent le travail de décèlement, d'identification et de prévention très malaisé. Mais avant, peut-être justement un mot sur la reconfiguration stratégique des terroristes, en l'occurrence d'Al-Qaïda, après de Daesh, de ce qu'on appelle improprement Daesh, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant. Il y a un homme qui est très important, je crois d'ailleurs que Gilles Kepel y avait consacré une partie d'un livre de 2007 ou 2008, qui était le Syrien Abu Musab al-Souri, qui a théorisé en quelque sorte ce terrorisme, alors on peut l'appeler réticulaire, rhizomique, décentralisé, en disant que ce qu'il faut désormais c'est faire un djihad par le bas, avec des opérations menées par des individus isolés ou des petits groupes, donc justement façon Kouachi, qui ne se font pas remarquer, qui prennent des planques, qui se fondent dans la population civile sur un modèle maoïste et qui réémergent soudain par des actions ciblées extrêmement violentes avant de redisparaître comme ils ont tenté de le faire l'autre jour après les attaques contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère de Vincennes. Et donc tout ça, évidemment, pendant ce temps de latence où vous étiez avec quelques-uns déjà un peu conscients du basculement, tout ça n'a pas été pris en compte en réalité. En fait, c'est toujours très compliqué de changer. Je donne toujours cet exemple parce qu'il est plus facile. Désolé, c'est encore sur les journalistes. Mais il y a 40 ans, dans des journaux en papier... Je vais essayer de ne pas faire de corporatisme cette fois-ci. Dans des journaux en papier, des journalistes ont vu apparaître un truc étrange qui s'appelait Internet. Et ils ont écrit des articles en disant, vous savez, il y a un truc qui apparaît là, Internet. Il y a 20 ans, les mêmes journalistes, toujours dans le journal en papier, ont dit ils sont en train de créer des sites d'information. Et puis il y a 5 ans, le rédac chef est arrivé en disant « Chers amis, nous sommes en train de mourir.
Maintenant, vous allez être en même temps journaliste site internet, puis journaliste du papier s'il existe encore, puis vous allez faire un blog, et vous serez 2 fois moins. Vos frais de mission, vous pouvez vous asseoir dessus, vos augmentations de salaire, faut voir, et par contre, le guichet de départ est ouvert. Les journalistes, ça fait 40 ans qu'ils sont au courant qu'Internet va bouleverser leur profession, mais ils ont décidé de ne pas le voir, parce que c'était trop perturbant, trop préoccupant. Ça remettait en cause toute une histoire particulière. Le syndicat du livre a eu la même chose au moment de l'informatisation. Il a lutté pour garder le travail du plomb, et ainsi de suite. Nous sommes extrêmement résilients sur les changements qui nous touchent directement. Et donc, nous faisons semblant de ne pas les voir. 2, nous sommes dans une logique du déni. Ça ne va pas arriver, ou en tout cas, ça ne va pas nous arriver. Jusqu'au moment où, acculé, on décide qu'on va faire grève. Parce que c'est comme ça qu'on est censé résoudre le problème qui se pose à nous. En fait, ça ne marche jamais. Eh bien, il y a les mêmes dispositifs de résilience et de résistance au changement dans toutes les corporations dès lors qu'elles sont directement concernées. Dès qu'on regarde les autres, on se dit « Ah ben quand même, les intermittents du spectacle, ils devraient quand même comprendre. Les journalistes, ils devraient quand même comprendre. Les médecins, ils devraient comprendre. Les infirmiers, machin. » Mais alors, quand ça vous arrive à vous, là, vous ne comprenez pas. Mais par contre, tous les autres, pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que c'est exactement le même problème. Les bouleversements et les ruptures sont des sujets très difficiles à digérer. Et ben, dans l'antiterrorisme, c'est pareil que partout ailleurs. Deuxièmement, il y a 2 catégories. Il y a les catégories extrêmement décentralisées et les catégories extrêmement déconcentrées. En fait, il y a un débat chez les terroristes qui est de même nature que le débat Staline-Trotsky. Alors, Staline, ça serait Al-Qaïda, et les trotskistes, ça serait l'État islamique. L'inverse. Ah, c'est l'inverse, d'accord. Voilà, ok. Staline, c'est la révolution dans un seul pays. Trotsky, c'est la révolution mondiale. Oui, Staline dit qu'il faut contrôler la Russie et en faire l'URSS. Le reste, on verra plus tard. Trotsky dit pas du tout. Il faut se développer partout en créant des conflits partout, car ça renforcera. Voilà, c'est le communisme en un seul pays contre le communisme partout. Oui, mais on pourrait vous opposer. Al-Qaïda a une position internationaliste. Pardon, Alain, mais on pourrait vous opposer que l'État islamique, paradoxalement, mène un djihad aussi en terre européenne, pour le coup. Ah, mais c'est très récent, parce que ce n'est pas leur politique. C'est pas leur politique, d'accord. Non, leur politique, c'est nous voulons le califat, donc le salafisme dans un seul pays. Le pays doit s'étendre peu à peu, mais c'est grosso modo, nous avons un cœur, une base, une organisation. Le reste viendra avec. Al-Qaïda, il n'y a pas de centre, c'est une nébuleuse. Et donc la logique nébulaire, c'est que justement, et c'est un de nos problèmes, c'est que comme nous ne savons pas qui est l'ennemi et que nous n'avons pas à l'identifier, nous sommes toujours face à rechercher la tête d'Al-Qaïda. Moi, j'ai été appelé, je dois au moins 50 fois, à commenter l'élimination, l'interpellation ou la liquidation du numéro 3 d'Al-Qaïda, qui était visiblement un poste extrêmement dangereux. Mais 1 et 2, c'était assez stable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de numéro 3, il n'y a pas de numérologie, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie. Ce n'est pas une organisation pyramidale, c'est une organisation nébulaire. Et donc, comme c'est une organisation nébulaire, la question de la tête n'a aucune espèce d'importance. La différence donc entre ISIS, Daesh, ou on va appeler ça le califat, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est que le califat décide de contrôler un territoire et de l'administrer. On n'est pas dans une logique de guérilla, mais de contrôle territorial et de sanctuarisation. Alors, sujet qui n'est arrivé que chez les talibans, mais qui n'était pas Al-Qaïda. Les talibans avaient décidé de prendre le contrôle de leur pays, avec une aide et un soutien du Pakistan, mais parce que le Pashtounistan, le pays Pashtun, a été divisé en 2 par la Durand Line, c'est-à-dire la division coloniale voulue par les Anglais. Donc il y a 2 lignes de conduite. On contrôle chez soi ou on s'étend chez les autres. Et ces 2 lignes de conduite expliquent la différence structurelle qui a marqué les écarts de positionnement entre ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, parce que ça n'a jamais été son nom, et le califat. Et il y a une al-qaïdisation alors aujourd'hui de l'État islamique d'une certaine manière, c'est-à-dire tout en restant une structure pyramidale, ils sont sur une stratégie qu'on pourrait définir, c'est ce que vous faisiez à l'instant, comme plus trotskiste que stalinienne, c'est-à-dire d'exportation du djihad. Non, ils ne l'exportent pas. D'ailleurs, ils vous le disent. Hein. Il se trouve quand même. Non. Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire et nous faisons toujours d'immenses efforts pour ne pas les lire, pas les croire, pas les comprendre et pas les traduire. Ils vous disent, dernière vidéo, venez vous battre en Syrie. Oui, d'accord. Venez chez nous. Si on vous en empêche, emmerdez-les chez eux. D'accord. Et donc vous noterez d'ailleurs, si vous me permettez, que dans tous les attentats commis en Occident, je laisse la Belgique de côté pour des raisons pratiques, mais dans tous les attentats commis en Occident en 2014 et 2015, aucun de ces attentats n'a été le fait de quelqu'un qui revenait de Syrie. Aucun. Nous sommes obsédés par le retour syrien. 0. Ces attentats ont été le fait de gens qu'on a empêchés d'y aller.
exactement l'inverse. Parce que, à force d'être obsédé par l'idée que l'ennemi doit correspondre à ce qu'on a envie qu'il soit plutôt que de regarder ce qu'il est, nous n'avons pas bien regardé. Et donc, en ne posant pas de bonnes questions, en général, on n'a pas de bonnes réponses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se méfier de ceux qui reviennent de Syrie. Ça veut dire que de temps en temps, il faut regarder ce qui se passe pour s'adapter à la réalité plutôt que l'inverse. Et nous avons d'ailleurs un exemple français sur ces questions, qui est Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, quand il devient président du Conseil et ministre de l'Intérieur, arrive dans son ministère un matin tôt, le ministère est donc vide, il attend donc que les fonctionnaires daignent arriver, puis il les réunit ses directeurs et il dit « Bon, en fait, si je comprends bien, le problème c'est que j'ai des bandits en véhicule automobile avec des armes à feu poursuivis par des gendarmes à cheval avec des sabres. » Oui. Donc j'ai deux options. Premièrement, demander à messieurs les bandits de bien vouloir s'adapter à ma police. Deuxièmement, demander à la police de bien vouloir s'adapter aux bandits. Je vais choisir l'option 2. Il crée les brigades du Tigre. 2 ans plus tard, la crise criminelle qu'a connue la France est terminée. Et donc, parce qu'il y a une décision politique, un cadre politique, et qu'évidemment, aucune des administrations présentes n'y avait même vaguement pensé, parce qu'elles étaient bloquées par des frontières administratives, des petits champs concurrentiels entre les uns et les autres, les policiers des villes et les gendarmes des champs, et qu'aucun d'entre eux n'avait pris en compte ni la dimension des routes, ni la dimension du développement urbain ou périurbain, comme on le dirait aujourd'hui. Et bien, c'est exactement la même chose sur la question terroriste. Les terroristes sont ce qu'ils sont. C'est à nous de nous adapter, c'est pas l'inverse. Et donc ça explique que les attentats des frères Kouachi aient été en fait revendiqués par une cellule d'Al-Qaïda au Yémen, puisque c'est une stratégie, là pour le coup, trotskiste, d'exportation du djihad au-delà des frontières, disons, naturelles du califat. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, d'après vous, Alain Bauer, comme le font certains commentateurs ou spécialistes du terrorisme, d'une sorte, pour le coup, d'hybridation entre la stratégie de l'État islamique, dont vous nous rappelez au fond le caractère stalinien, centralisé, et celle plus décentralisée, qui est inhérente, ou disons acéphale, qui est inhérente à Al-Qaïda. Est-ce que c'est une analyse qui vous paraît juste, ou est-ce qu'il y a encore une forme d'affrontement entre les stratégies d'Al-Qaïda et de l'État islamique? Alors au niveau direction, enfin centrale, comme on dit, il y a eu un affrontement terrible et qui se poursuit. Les représentants du Front Al-Nosra qui sont entre les mains de l'État islamique sont torturés, éliminés dans des conditions aussi horribles que tout ce que vous pouvez voir en la matière. Ils ne sont pas mieux traités que les autres. La gestion de la concurrence en matière terroriste est assez définitive et en général douloureuse. Par contre, à la base, il y a des coopérations parce qu'il y a un problème de fourniture d'armes, fourniture de moyens, fourniture de papier, fourniture de finances, et que Al-Qaïda au Maghreb, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui est le vrai nom de Al-Qaïda au Yémen, qui ne s'est jamais appelé Al-Qaïda au Yémen, en fait a une logique simplement qui était qu'en 2011, Al-Mavliki, qui se fera éliminer quelques semaines plus tard par un missile américain, a dit ah bah tiens, si vous avez l'occasion, faites-vous Charlie Hebdo. Et il leur faudra 4 ans pour le réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils attendent la libération de Koulibaly. Koulibaly est celui qui a l'organisation, les armes, les réseaux et le financement nécessaire, même si tout ça ne coûte pas très cher. Il est le cerveau de cette opération. Et d'ailleurs, il le dit très bien dans sa propre vidéo. Ce qui est ennuyeux d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas la vidéo des Kouachi, parce que ça aiderait beaucoup à la compréhension à la fois du mode opératoire, de la revendication, etc. Mais dans celle de Koulibaly, tout vous est clairement expliqué. Donc il y a une concurrence féroce pour avoir le leadership de ces opérations. Et vous avez eu récemment d'ailleurs l'un des prédicateurs al-qaïdiens les plus connus vient d'être extirpé de sa cellule en Jordanie pour condamner à la fois le positionnement et l'exécution du pilote jordanien par la branche, par l'État islamique, par le califat. Ça montre que c'est aussi un débat idéologique et théologique et qu'il faut entrer sur le terrain de la théologie pour comprendre que les images qui nous révulsent sont beaucoup moins barbares qu'il n'y paraît pour les populations directement concernées. Nous ne sommes pas ceux qui sont censés voir ces images et les comprendre. Elles ne sont pas écrites dans un langage avec un scénario qui est fait pour nous. Elles sont faites pour des populations clairement identifiées, visant à leur dire « ne venez pas nous bombarder ». Et c'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont envoyé un message personnel et précis lors de l'enlèvement du guide Gourdel en Algérie. C'était un avertissement. Attention,
si vous continuez à venir vous occuper de ce qui vous ne regarde pas, nous viendrons nous occuper de vous. Nous n'avons pas entendu ou écouté, ou nous n'avons pas déféré au message. Je veux dire par là que ce n'est pas seulement un problème de lâcheté ou d'incompréhension, c'est peut-être un problème de décision politique. Mais en tout état de cause, les califats nous disent c'est parce que vous venez nous bombarder que nous répliquons. Nous sommes les victimes de vos bombardements, virgule, c'est vous qui avez commencé. Et c'est toute la différence qui existe entre les opérateurs du califat qui disent nous venons vous faire payer le prix de votre intervention en Irak, et éventuellement en Syrie, puisque nous le disons sans le dire tout en le disant, et peut-être un jour en Libye, puisque nous lançons des messages sur notre possibilité éventuelle d'intervention sur le territoire, alors même que jusque-là, la question essentielle qui était posée était un conflit chiite-sunnite, qui ne concernait fondamentalement personne en particulier, si ce n'est des opérateurs à l'intérieur d'un territoire clairement identifié, qui est le laboratoire du siècle du terrorisme. Alors donc aujourd'hui, les opérateurs du califat adressent des messages à l'Occident, des messages violents. Il y a une revue donc, qui est publiée aussi par Al-Qaïda. Voilà, qui est la revue Inspire. Quelle est l'analyse que vous faites justement de la stratégie d'une telle revue? On sait d'ailleurs qu'un certain nombre de personnalités françaises, dont Charb, étaient explicitement visées par cette revue. Est-ce qu'au fond, il y a, au plan de la superstructure idéologique, un changement dans la stratégie de ce terrorisme, en l'occurrence d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique? Alors, le terrorisme par rapport à toutes les autres opérations criminelles, parce que le terrorisme n'est qu'une activité criminelle comme une autre dans la réalité, a besoin de propagande. Depuis toujours, il a besoin de propagande. Les mots sont des armes. Goebbels a parfaitement intériorisé ça du point de vue du terrorisme d'État. Et donc, ils ont besoin de frapper les opinions, d'inspirer la terreur. Et pour inspirer la terreur, il faut de la com. Alors, la com, au moment où il y a des journaux, c'était le journal. Au moment avant le journal, c'était le manifeste écrit, le libelle, l'affiche. Ensuite, ça a été le dessin, la caricature au sens de la caricature violente. Et puis, peu à peu, on est arrivé au monde de YouTube, qui permet de diffuser des images dans un univers totalement incontrôlé ou mal contrôlé, qui est celui d'Internet. Donc la logique générale, c'est de transmettre des éléments. Mais j'ai écrit dans un ouvrage que vous n'avez pas, mais qui est assez ancien, les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire, qu'en la matière, les terroristes sont extrêmement prolixes. Ils vous disent ce qui est un point commun avec les nazis, hein, on y viendra oui, peut-être. Hein, ouais. Ils étaient, de leur point de vue, dans ce cadre-là. Ils écrivent ce qu'ils vont faire, ils vous disent ce qu'ils vont faire, ils vous expliquent comment ils vont le faire, et vous n'y croyez jamais. Jamais. La déclaration de guerre à l'Amérique de Ben Laden en 1996 n'est même pas traduite par les Américains. Il faut que ce soit la Fédération des étudiants islamiques d'Amérique qui disent quand même on va la mettre en anglais parce qu'ils ne comprennent rien. Ensuite, ils la traduisent mais ne la comprennent pas. Et ce que je dis souvent, c'est qu'après chaque attentat, chaque opération terroriste, chaque catastrophe terroriste ou sécuritaire, il y a en général une commission d'enquête, officielle ou officieuse, et elle prend un rapport. Alors, je dois avoir une collection de 50 ans de rapports de commission d'enquête, maintenant 60 ans, je pense, qui se termine toujours de la même manière. C'est assez étonnant, d'ailleurs, le manque de créativité des enquêteurs publics. Pour de mystérieuses raisons, on savait tout, ou presque. Pour des raisons encore plus mystérieuses, on n'a pas compris ce qu'on avait. We did not connect the dots, disent les Américains, c'est assez joli. Et petit 3, ça ne se reproduira pas. Et moi, je rajoute jusqu'à la commission d'enquête suivante. Car, en général... C'est pas en train de changer, là, vous n'êtes pas un peu sévère? En France, disons, c'est pas en train de changer, sans nous révéler des secrets d'État. Mais... Non, j'aimerais bien que ça change. En fait, ça a changé quand Sarkozy a créé la DCRI et quand Valls a créé la DGSI. Ou quand Michel Rocard, en 90, a dit il va bien falloir s'occuper du terrorisme parce que ce sujet va être central. Mais le temps de digestion de notre mammouth est tel que tout ça met un temps absolument infini. Alors, le temps n'était pas un ennemi, d'ailleurs, parce que l'antiterrorisme, c'est un peu comme le trafic de stupes. On avait le temps, il fallait remonter la filière, on rajoutait un truc, une ligne, un réseau, une connexion, et tout ça n'était pas grave parce qu'il fallait qu'ils voyagent, qu'ils aillent dans des camps d'entraînement, qu'il leur fallait un temps infini pour se mettre en organisation. Mais Internet, là aussi, est devenu un booster de radicalisation et de passage à l'acte. Et vous le noterez d'ailleurs, si les Kouachi, enfin un des Kouachi, est allé au Yémen, l'autre, on ne sait pas, Koulibaly, il n'a pas quitté le territoire. Et donc nous sommes dans la parfaite expression de ce que nous écrivions en 2003, qui est grosso modo, voilà, c'est plus les mêmes. Et donc nous n'avons plus le temps
Et donc cette digestion lente d'un changement brutal des méthodes de l'antiterrorisme, on n'a plus le temps. Alors vous nous avez bien décrit le défi, on pourrait dire presque épistémologique, que constituent les évolutions de la stratégie actuelle du djihadisme international, avec quand même, qu'on le veuille ou non, le conflit, ou en tout cas le différent stratégique qui continue à exister entre le califat islamique ou l'État islamique, proprement appelé Daesh, et Al-Qaïda, ou ce qu'il en reste. Le décèlement donc est très difficile face à ces terroristes que vous appelez des autodidactes du terrorisme, dans votre livre avec Christophe Soulez. Alors dites-nous un mot justement de qu'est-ce que peut faire la France aujourd'hui pour que le décèlement de futurs actes terroristes soit plus efficace qu'il ne l'a été pour les épisodes les plus récents, Mera, Nemouche et Koulibaly et les frères Kouachi. Alors d'abord, elle fait pas mal parce que depuis 86 et 95, les deux premières grandes vagues d'attentats modernes, elle a assez bien adapté sa législation et en partie sa police et surtout sa justice d'ailleurs. La section antiterroriste du parquet est un outil extrêmement intéressant parce qu'il ne fait pas que des poursuites, mais il fait parfois de l'analyse. Bruguière et Ricard, par exemple, les deux juges qui suivent les affaires terroristes, sont les premiers à avoir compris que le GIA avait changé en groupe salafiste pour la prédication et le combat, et que ça changeait totalement la nature du terrorisme. C'est eux qui l'ont écrit, qui l'ont dit, dans une certaine indifférence, comme toujours, mais en tout cas, il ne manque pas de cerveau capable de comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, tous les ans, une dizaine d'opérations terroristes sont interrompues ou empêchées par les services de renseignement. On n'est pas que dans l'échec permanent et récurrent, au contraire. Deuxièmement, la France est un pays d'expérimentation du terrorisme quasiment depuis toujours. Depuis la terrorisme politique d'État, jusqu'à l'attentat de la rue Saint-Nicaise à la bombe contre Napoléon, enfin Bonaparte, jusqu'à tous les attentats qui ont été tentés sur notre territoire, nous avons à peu près tout eu, et tout eu parmi les premiers. Donc nous avons une sorte de... je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, temporellement... On a une primeur en matière de violence terroriste. Donc nos services de police s'adaptent en général très bien. Ils s'adaptent. Ils ont un peu de mal à préempter. Alors, mais quand ils s'adaptent vraiment. Et on voit d'ailleurs, de ce point de vue, que les services de renseignement, à l'UCLAT notamment, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, etc., sont capables d'anticiper, de dire, d'écrire, sur les hybrides notamment, sur les modifications et les mutations du terrorisme, des choses assez justes. Le vrai problème, c'est que nous vivons une immense confusion. Dans la lutte antiterroriste, il y a trois sujets. La collecte, l'analyse et la réaction. Pour ce qui est de la collecte, nous sommes très bons. L'ampleur des informations disponibles qui vous sont données 2 minutes après qu'un individu ait été identifié pour montrer à quel point on le connaissait est considérable. Considérable. Pour ce qui est de la réaction, elle est exceptionnelle. La qualité, l'efficacité, la réactivité des services est remarquable. C'est l'analyse qui pêche. Alors c'est le milieu. Kebel, il dit qu'il faut développer l'enseignement de l'islamologie pour comprendre, au fond, les... Pas seulement pour les antiterroristes, d'ailleurs. Parce que si vous entendez le nombre de stupidités qui sont racontées sur salafistes, djihadistes, où il y aurait plusieurs islams, ce qui est quand même la nouvelle du siècle, c'est quand même une des rares religions véritablement unitaires. Il y a plusieurs pratiques de l'islam, mais il n'y en a qu'un seul. De gens qui n'ont jamais lu le Coran ou qui ne savent pas comment il a été écrit, compilé, car... il y a un petit problème où il y a 1 million de hadiths qui disent tout, n'importe quoi et le contraire, puisque eux-mêmes ne sont pas sourcés, et qu'il y a débat. Il y a 4 grandes écoles d'interprétation du Coran. Bref, on sent bien qu'il y a un problème d'analyse de la diversité. Et de ce point de vue-là, moi, je tiens à rendre hommage pour avoir été un des rares soutiens laïques QE de Régis Debray. Ça serait bien d'exhumer son rapport de dessous la commode ou l'armoire qu'il est en train de coincer, pour enfin reprendre le problème de l'analyse du phénomène religieux dans le système scolaire. Si beaucoup d'enseignants aujourd'hui expliquent qu'ils sont dans le doute, la difficulté, l'incapacité, c'est parce qu'ils l'ont voulu. Je disais hier, c'est Alexis Lacroix qui m'a forcé à vous dire ça, je tiens à le dire, parce que je lui ai raconté un épisode hier, j'étais à la... Vous prêtez un pouvoir que je n'ai pas. Ouais, au salon du livre politique à l'Assemblée nationale, et j'étais face à de nombreux parlementaires et des spectateurs sur la question nation, identité, territoire, sécurité, enfin une espèce de patchwork très compliqué, bref, qui s'appelait
Et après le 7 septembre, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit, mais chers amis, nous sommes tous ici à l'Assemblée nationale. Alors, tout le monde a l'impression qu'on est victime du 7 septembre. C'est pas vrai. Nous en sommes les complices, collectivement. Depuis 30 ans, nous avons pratiqué une politique différentialiste visant à la promotion des minorités contre l'espace d'intégration commun. Alors que ce soit contre l'assimilation, je trouve ça juste. L'intégration me pose un problème. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous avons semé, arrosé, engraissé et qui est enfin apparu. Il n'y a pas de surprise. Il y a des victimes, des vrais, mais les complices, c'est quand même nous, parce que nous l'avons fait avec une parfaite bonne volonté. Et les républicains de la 25e heure ne sont pas très crédibles. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Et donc, il y a en la matière un sujet, parce que hier, on a eu le procès du collège unique, alors ça nous a tous fait sourire, le procès de l'abandon de la laïcité, alors là, nous étions quasiment extatiques, le regroupement familial, bon, bref, tout ce que nous avons tous écrit, pour ceux qui avaient l'âge et quelques autres, au moment où ça s'est produit et où tous les bien-pensants de droite et de gauche, d'ailleurs, ont applaudi au nom d'une culture de la différence, du respect des minorités, etc. Or, alors là, vous êtes en train de dévier d'ailleurs vers un débat. Je viens sur le fond. Mohamed Harkoun, juste, je vous lance ça Oui, comme oui. Harkoun, avant de mourir, hein, Oui. qui était un peu le maître de plusieurs islamologues français d'aujourd'hui, disait que le seul vaccin véritable contre la pandémie djihadiste, outre la prévention policière, mais ça on s'en doute bien sûr, mais c'était la connaissance. Est-ce qu'au fond il a prêché dans le désert là? Comme nous tous, hein, je veux dire, les laïcs ont prêché dans le désert en expliquant que ce n'était pas une neutralité mais une dynamique, et que ce n'était pas la négation des religions mais justement leur connaissance, que la loi de 1905 ce n'est pas une loi de séparation. Je pense que personne n'a lu la loi de 1905 où il doit avoir un problème parce que le titre 2 s'appelle Police des cultes. Alors, une loi de séparation avec un chapitre sur la police des cultes par l'État pose un problème pratique. C'est soit on ne parle pas de la même loi, soit on ne sait pas la lire. C'est le libre exercice du culte sous le strict contrôle de l'État, permettant justement, au nom de l'ordre public, de mettre un barrage à la dérive sectaire, quel que soit le culte en question, et ainsi de suite. En fait, nous avons un débat, et c'est là où je reviens sur le terrorisme, qui est sur le terreau du terrorisme, le terreau de la terreur. Le terreau de la terreur, il est marqué par plusieurs options. Premièrement, il est marqué par l'excuse paupériste. En fait, ils sont stigmatisés dans un quartier de relégation et de ségrégation qui sont en train de devenir des quartiers de sécession. Ce qu'on appelle aujourd'hui la culture de l'excuse. La culture de l'excuse. Et tout ça, c'est notre faute parce que vous comprenez, c'est la rançon coloniale. Manuel Valls, quand il parle de l'apartheid territorial et peut-être... Mais lui, il l'écrit depuis 2006 oui, et il l'a écrit. Il ne va pas dans ce sens-là, vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûr. Il l'écrit parce qu'il est un tenant justement de la laïcité et qu'il est sur une position qui est justement que le problème, c'est que nous sommes allés au-delà de la paupérisation, puisque nous avons créé de la communautarisation en créant des HLM et des quartiers où il n'y avait que la même origine. Donc il y a un débat social. Personne ne va vous dire que c'est bien d'avoir des pauvres et des gens qui crient misère. La question, elle est justement dans l'organisation sociale de l'espace. Or, depuis qu'on a créé la Lieue du Ban, qui s'appelle la banlieue, ça fait 5 siècles, dans le nord-est, enfin dans le 3/4 nord-est du pays, pas dans le sud-est, où les quartiers sont dans la ville, alors que partout ailleurs, ils sont au nord et à l'est, sous les vents dominants, là où on mettait les industries polluantes et les populations dérangeantes. Vous êtes comme Baudelaire, vous êtes comme Baudelaire, hein, vous avez relire Louis Chevalier. Louis Chevalier, classe dangereuse, classe laborieuse, classe dangereuse. Tout est écrit. Hein, c'est un texte qui a au moins presque un siècle maintenant, doit dater des années 20 ou 30. Il y a toute une série d'analyses qui vont montrer très bien comment a été organisée la gestion de l'espace. Mais justement, ça n'est pas une excuse. Ça n'est même pas une explication. L'explication, elle est dans le retrait du principe qui est, nous sommes dans un pays qui a une culture et une histoire, qui ne doit pas faire abus de majorité, mais qui ne doit pas accepter les abus de minorité. Or, nous sommes en retrait partout. C'est-à-dire que nous considérons, parce que nous aurions une responsabilité liée à notre passé colonial, et nous avons une responsabilité liée à notre passé colonial, ça donnerait un droit de tirage à la criminalité, à la délinquance, voire au terrorisme, qui nous amène à remettre en cause toute une série des éléments qui ont été cette fois notre propre histoire, notamment sur la question de l'apostasie, parfois du blasphème, et j'entends bien, hein, si j'appartiens à l'aile laïque qui ne me pose aucun problème, je ne considère pas le fait que mettre un crucifix dans un seau rempli d'urine apparaît comme l'élément le plus extraordinaire de la création artistique. Ceci posé, moi personnellement, quelle que soit ma croyance personnelle, je trouve que c'est un problème qui ne me concerne en rien, dès lors que ce n'est pas fait sur la voie publique et pour agresser
une population particulière. Alors là, Maintenant, vous quand affirmez. Quand on fait ça à l'intérieur d'un cinéma ou d'un théâtre, et s'il y a des gens qui veulent payer pour aller le voir, c'est leur problème plutôt que le mien. Et c'est la séparation entre l'espace public et l'espace privé qui est le problème. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les laïcards, car il y en a, commettent beaucoup d'erreurs dans l'interdit fait aux autres d'exprimer ou de s'habiller ou de se promener. Et nous avons plein de difficultés dans l'ignorance, qui était votre question initiale. Nous sommes face à l'ignorance. Il n'y a pas de choc des civilisations, il y a des chocs des incultures. Nous sommes des incultes sur l'islam et nous ne devrions pas l'être, y compris au nom de notre propre passé colonial. Nous sommes des incultes sur la relation qui existe, par exemple, à l'intérieur d'un espace qui s'appelle la chrétienté, dont on feint de croire qu'il existe. Alors, moi, je connais des catholiques et des protestants dont je ne suis pas sûr qu'ils cohabiteraient facilement. En tout cas, il y a eu quelques guerres, y compris dans ce pays, pour nous le rappeler. Et donc, nous avons un immense travail de production intellectuelle à faire qui se fait effectivement à l'école, où nous avons totalement déserté le terrain. Alors, on ne va pas trop généraliser notre propos. Restons justement sur cette question du terrorisme. Face au clash des ignorances ou des obscurantismes qui guettent aujourd'hui la société française, vous êtes de ceux qui disent à juste titre, hein, c'est le cœur de la laïcité qui permet de prolonger l'esprit du 11 janvier. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, et je crois que c'est ce que vous sous-entendez, le fait d'aider, de soutenir, on dirait en termes mystiques juifs, de ticouniser ceux des musulmans qui aujourd'hui en France militent pour une réforme intellectuelle et morale de l'islam, sachant que justement l'islam, le Coran est un, mais l'islam est pluriel. Malheureusement, ceci peut arriver chez les chiites, car ils ont un clergé et une organisation. Ils ont un modèle qui est l'Église catholique, moins le pape, parce qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout du process. Ils ont tout par deux eux-mêmes. Ils ne sont pas arrivés à l'unicité de la foi, de la doctrine et de la manière. Ça ne peut pas arriver dans l'espace sunnite, parce que ça ne peut pas arriver dans l'espace sunnite. Oui et non, il y a eu quand même 23 intellectuels là, de renom international qui ont fait cette pétition qui demande justement une réforme de l'islam, et ils comptent y contribuer. Le jour où ils créeront un concile, on en parlera. Il y a eu 5 conciles œcuméniques majeurs dans l'Église catholique. Les 5 conciles œcuméniques ont tous commencé par « on est là pour rien changer » et ils en sont sortis, on a tout changé. L'ordre des textes, les écrits intertestamentaires, Marc, Matthieu, Luc, les 3 synoptiques, Jean, pas Jean, Re-Jean, et j'en passe, et des meilleurs. Le débat arianiste, Arius, la Trinité ou pas la Trinité, Jésus est-il un homme, est-il Dieu, repos, enfin bref. Tous ces débats ont existé parce qu'il y avait un espace de discussion. Tous les intellectuels du monde pourront toujours expliquer, musulmans pourront toujours expliquer tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils n'ont pas réussi à organiser un concile sunnite, parce qu'il y a des conciles chiites, n'arriveront jamais à rien. Et donc le débat, il est à l'intérieur du fait que nous ne comprenons pas que pour gérer le culte protestant, eh bien, il faut un espace du culte protestant. Pour gérer le culte catholique, il faut un espace du culte catholique. Pour gérer le culte juif, il faut un espace du culte juif, et déjà, c'est pas simple. Et pour gérer le culte musulman, eh bien, il va bien en falloir un. Et ce n'est pas une question d'intellectuel, puisque aucun d'entre eux n'a une quelconque autorité théologique sur l'univers sunnite. Et c'est une partie du problème, d'ailleurs, qui est dans la capacité d'interprétation du texte. Or, ce qui nous pose problème aujourd'hui, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les musulmans, c'est une interprétation particulière de l'islam, qui est l'islam wahhabite, qui est l'islam des lieux saints, ce qui n'est pas rien. Et c'est aussi les frères musulmans, parce que y a, historiquement, les frères musulmans ont un avantage, ils veulent faire de la politique. Il y a eu une genèse. Les frères musulmans sont des gens qui négocient l'espace politique. Ce sont les seuls avec qui vous pouvez discuter de quelque chose et obtenir un accord sur quelque chose, car même à l'intérieur de l'univers du Coran, le prophète a fait un accord pendant 11 ans avec les tribus juives de la péninsule, ce qui veut dire qu'on peut passer un accord, y compris avec les juifs, je cite. Donc le problème, c'est que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Par exemple, au lieu de nous baragouiner sur la question du blasphème, je me demande à quel moment quelqu'un va raconter, ce qui est la réalité coranique, que le blasphème, ça marche que pour les musulmans. Les autres, ils ne sont pas concernés, on ne peut pas blasphémer quand on n'est pas croyant. Ça ne marche que pour les non-croyants sur les terres de l'islam, Dar el-Islam. Mais ce n'est pas ici, ce n'est pas Dar el-Islam. Donc il y a un problème théologique dans la question de la lutte contre le blasphème, y compris sur la représentation du prophète par des mécréants. Et moi, comme mécréant, je ne vois pas pourquoi j'aurais un problème particulier, puisque je ne peux pas blasphémer. Maintenant, si je suis en Arabie Saoudite, parce que je suis poli et que quand je vais dans une mosquée, j'enlève mes chaussures, et quand j'entre dans une synagogue, je mets un
chapeau. Ça s'appelle une kippa. Une kippa, un capelet, enfin ça a plein de noms. Je respecte les règles parce que je suis poli et bien élevé. Et quand je vais chez quelqu'un, j'essaye de ne pas systématiquement tacher la nappe. La question est naturellement posée du respect mutuel et surtout de la compréhension du sujet. Nous ne leur parlons pas un langage compréhensible. Nous défendons des points de vue qui sont faits à partir de nos valeurs et de notre histoire, sans aucun effort pour les traduire en un langage qui peut commencer. Quand je vais dans une réunion de la presse anglo-saxonne, soit j'attends qu'ils parlent tous français, ce qui est une option, soit j'essaye de parler anglais, ce qui est une obligation pour moi dans le cadre de ma relation avec mes élèves new-yorkais, où j'ai une traductrice chinoise quand je vais en Chine. C'est ça la question essentielle. Or, aujourd'hui, nous omettons ça parce que nous parlons du haut de nos évidences. Elles ne sont évidentes que pour nous. Alors vous êtes toujours passionnant, vous êtes très informé, vous êtes polémique aussi. Je suis sûr, on vous remercie très chaleureusement pour cette presque heure de conversation. Mais on va aussi passer à vos questions parce que je suis sûr qu'il y en a plein. J'en aurai d'ailleurs une ou deux encore à la fin. Mais le principe, c'est aussi qu'on dialogue avec vous, chers amis. Et donc le micro va passer dans les travées et vous allez pouvoir poser à Alain Boer toutes les questions que je ne lui ai pas encore posées. Voilà. Merci, on vous applaudit d'ailleurs, cher Alain, pour cet exposé absolument passionnant. Absolument passionnant. Marie Grindel, une première question. On a un peu de temps là, pour le coup, on va pouvoir les prendre une par une. Hein. Bonjour, vous avez dit qu'il y a eu un accord avec Mohammed et les tribus juives, mais je vous rappelle qu'il les a massacrés ensuite. N'est-ce pas? C'est dans le Coran, ne respectez pas les accords que vous passez avec les ennemis. C'est une sourate du Coran. Ça a duré 11 ans, ce qui veut dire qu'il est possible de discuter, de faire la paix pendant 11 ans. C'est ce que je vous explique. Le Coran, il dit tout et beaucoup de choses. D'ailleurs, dans la sourate du Coran en question et dans les hadiths, il n'est pas interdit de passer un accord. Et 11 ans de paix, c'est pas tu tournes le dos et je te mets le poignard. C'est un choix qui est celui de l'époque. 11 ans de tranquillité, moi je vois. Et si vous habitiez en Israël, passer un accord même pour 11 ans, c'est un bon début. Parce que vous n'ignorez pas qui est l'adversaire et il n'ignore pas qui vous êtes. La seule et unique question qui est posée, c'est d'avoir une vague connaissance du texte en question et de savoir qu'à la fin, ça ne va pas durer plus de 11 ans. Mais que l'idée d'une paix ou d'un accord ou d'un cessez-le-feu n'est pas impossible. Pour ceux qui suivent littéralement le texte, ce qu'on appelle les salafistes, dont je rappelle que 90% au moins sont quiétistes. C'est-à-dire que l'idée de porter une arme ne leur viendrait même pas à l'idée, parce que ce n'est pas le sujet. Comme le djihad, il n'y a qu'un djihad sur 4 qui est le djihad de l'épée. Les 3 autres sont un djihad intérieur, c'est-à-dire un effort et pas un combat. Ce que je veux dire par là, c'est que notre effort, et je vous remercie justement de montrer que nous sommes en pays de connaissance, et c'est ça le sujet, c'est qu'il faut faire de la connaissance, sans ignorance, mais avec la compréhension de ce que dit justement le texte. 11 ans, pas plus, mais pas moins non plus. Oui, bonjour. Alors là, vous avez prononcé plusieurs fois le mot Internet. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans le fond, toutes ces affaires, il n'y a pas un énorme fiasco technologique et un grand archaïsme chez les policiers? Alors, bon, je ne fais pas trop de différence entre la lutte anticriminelle et la lutte antiterroriste. Bon, là, par exemple, il y avait le film, qui était un film pas mal du tout, sur Guy Georges. Bon, Guy Georges, c'était un... Oui, voilà, SK1, c'était... Bon, et dans ce film, comme de très frappant, c'est un énorme fiasco, puisque dans le fond, il a été pris comme suspect, puis 3 ans après, on l'a repris. Mais surtout, ce qui était très frappant, c'était le héros policier là, au 36, il arrive avec un vieil ordinateur pourri, et il fait payer 100 € à ses collègues. Enfin, on est au milieu des années 90, et le 36 quai des Orfèvres, c'est leur premier ordinateur. Par ailleurs, dans l'affaire du gang des barbares, alors, bon, là aussi, c'est pas un terrorisme, enfin, c'est un petit peu analogue. Est-ce que c'était comme un énorme fiasco policier dans la mesure où la police n'était pas du tout familière avec l'Internet, puisque Youssouf Fofana, il a quand même, ce qui était ahurissant, il a pu narguer la police à partir d'un simple cybercafé. On va le laisser répondre. Ouais, voilà. Hein, ouais. Merci beaucoup. Hein. Bon, d'abord, vous avez raison. Le temps d'équipement moderne des forces de sécurité est à peu près à la hauteur du fonctionnement naturel de l'État. Nous avons un État qui a 1000 ans.
le temps qu'un bon de commande arrive à remonter au cerveau du service financier qui vous le renvoie pour dire que vous pouvez vous en passer est assez large. Donc oui, bien sûr, mais ce n'est pas un fiasco, ça, c'est un sous-équipement. Le fiasco, il est dans la compréhension. Car contrairement à ce que vous imaginez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations. Submergés. Ce n'est pas qu'on n'en a pas assez, c'est qu'on en a trop. Et que le problème n'est pas donc la collecte, parce que si vous avez vu tout ce qui a été sorti sur les Kouachi, Koulibaly ou n'importe qui d'autre, dans les 2 minutes qui ont suivi leur identification, extrêmement aimable d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont eu la gentillesse de signer leurs actes, ce qui n'était pas le cas de Mera. Mera, il n'avait pas fini. Kouachi et Koulibaly, ils voulaient, 1, être identifiés, 2, mourir. L'oubli de la carte d'identité dans la voiture, vous pensez que c'était volontaire? Non, non, c'est une signature. Voilà. Comme Koulibaly qui vous laisse aimablement sa cagoule avec son ADN. Un mec qui prend une voiture, part et oublie de la brûler, c'est soit qu'il n'a jamais regardé un téléfilm de deuxième partie de soirée sur TF1 ou la 6, soit qu'il le fait exprès. Parce que c'est quand même un des trucs assez faciles, brûler une voiture. Quand tu as laissé sa carte d'identité, c'est une signature. Voilà, ils ont décidé de signer, ils ont décidé de mourir, ils ont décidé d'être des héros, ils ont décidé enfin d'être connus. C'est le principe de base. Donc la grande erreur, si vous me le permettez, dans les 2 cas, c'est d'abord qu'on fait des erreurs tout le temps, parce que quand on est sur le terrain, on en fait. Quand l'équipement, voilà. Mais il faut faire attention. La ligne Maginot électronique, ça fonctionne comme la ligne Maginot. C'est pas elle qui résout les affaires, c'est le cerveau. Et dans le cerveau, on a des bons et des mauvais côtés. Comme je l'indiquais tout à l'heure, Mera, il avait parfaitement été identifié à Toulouse et parfaitement ignoré à Paris. Kouachi, il a été parfaitement identifié et il a enfumé les policiers. Koulibaly, lui, c'est un sujet majeur, parce que lui, il n'a même pas été vu. Alors qu'il y a le premier Koulibaly. Pour prolonger la question de monsieur, je vais vous poser la question, on va dire la question Paris Match ou la question VSD, une fois n'est pas coutume. Est-ce que vraiment on peut avoir confiance aujourd'hui? Est-ce que les populations peuvent être rassurées sur la prévention antiterroriste en France aujourd'hui? Le problème, c'est que, comme vous toujours... n'attendiez pas celle-là, hein. Non, on voit ce qui ne marche pas, mais pas ce qui marche. C'est le débat sur les trains qui arrivent à l'heure et ceux qui n'arrivent pas à l'heure. Personne ne se rappelle du train qui arrive à l'heure, ou en avance, même, ça arrive. Dans 9 cas sur 10, le dispositif de prévention ou de précaution fonctionne. Et dans 1 cas sur 10, il ne marche pas. Alors, est-ce que cette proportion est acceptable au vu des victimes potentielles, de l'effet sur la population, sur l'opinion, etc. Probablement pas. Mais je le rappelle, entre 1996 et 2012, il ne s'est rien passé du point de vue des attentats terroristes. Ils ont tous été empêchés parce qu'on avait compris la nature de l'opérateur et qu'on avait oublié Kelkal, parce que ça ne s'était pas reproduit. Mera, il est parfaitement identifié, repéré, mais pas compris. Ça, c'est une erreur, une faute. Mais ce n'est pas faute de moyens, d'ordinateur, d'Internet. C'est faute de cerveau du chef. Parce que le cerveau du basique, lui, il a parfaitement fonctionné. Et c'est un peu le problème, c'est ce que je parle. Le défaut n'est pas dans l'organisation des services ni dans l'information. Il est vraiment dans la capacité analytique à intégrer le changement de l'adversaire. Or, aujourd'hui, je vais raconter ça à Washington le 25, parce qu'il y a une conférence, et mon speech s'appelle... Le 25 février. Oui, qui est l'ennemi? Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne le sait. C'est une question à la Carl Schmitt, hein, vous en avez conscience. Hein. C'est bien, Carl Schmitt. Je ne partage pas les opinions politiques, non, ça, pas plus que celles de Martin Heidegger, mais ceci dit, ça ne m'empêche pas de le lire, comme Louis-Ferdinand Céline, que j'exècre en tant qu'individu, mais dont il faut reconnaître les qualités d'écrivain. C'est le charme du criminologue, c'est que nous avons une relation clinique avec les criminels, on n'est pas obligé de les aimer. Alors, who is the enemy? Qu'est-ce que vous allez leur dire justement aux Américains? Vous lirez ça dans une revue qui va paraître bientôt et qui s'appelle Conflit, je crois. D'accord. Et qui fait un numéro spécial sur justement le laboratoire du siècle du terrorisme, l'Irak, qui est le 2e laboratoire depuis les années 80 où c'était le Liban. Et le 3e, puisque au début c'était la Russie. Donc voilà, nous sommes en train de finaliser ça. Je suis en train de finaliser mon texte, mais je me ferai un plaisir de vous l'offrir dès que je l'aurai terminé, c'est-à-dire cet après-midi. Ah bah écoutez, très volontiers. Éventuellement, on en diffusera la substantifique moelle sur le site de la règle du jeu. Merci beaucoup. Donc d'autres questions, allez-y. Oui, merci. Vous avez évoqué tout à l'heure le terreau du terrorisme. Pourquoi il y a le terrorisme, selon vous, aujourd'hui? Ces terroristes hybrides, et le pourquoi? D'abord parce qu'ils croient à une cause, ils ont une foi,
Et ils pensent que c'est la manière d'y répondre, parce qu'ils se sont persuadés que eh bien, ça va venger les enfants palestiniens ou les combattants syriens ou les opérations menées ici et là dans l'ex-empire colonial, qui est le reste du monde, moins l'Occident, on va dire, puisque nous avons quand même beaucoup gambadé, nous et les autres d'ailleurs. Deuxièmement, parce qu'ils ont envie d'exister. Ils se sentent entre deux cultures, entre deux civilisations. Ils se sentent qu'ils ne sont pas reconnus pour ce qu'ils pensent être, eux. Et on n'est peut-être pas nombreux à penser qu'ils pourraient être autre chose que ce qu'ils sont. Et ils ont envie d'exister et ils sont dans un univers merveilleux, celui de la médiatisation. Ils savent qu'ils vont avoir un nom, un visage, qu'ils vont être révérés. Moi, je vois aux États-Unis, quand je rencontre quelques serial killers ici ou là, ce qui est impressionnant, c'est le courrier qu'ils reçoivent. Des dizaines, des centaines de lettres de jeunes femmes bien sous tout rapport qui leur proposent de les épouser tellement elles sont heureuses de rencontrer le serial killer si bien connu qui a échappé à la peine de mort ou qui est dans le couloir de la mort, mais qui est devenu leur héros. C'est le sex appeal de l'émir du crime, quoi. Hein, voilà. Mais alors... Faut pas le sous-estimer. Sérieusement, Alain. Oui, certainement. Voilà. Si vous lisez les ouvrages de mon collègue Bourgoin, vous découvrirez avec stupéfaction ce qu'est l'effet médiatique du criminel. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les livres de policiers, hein, ils adorent les grands criminels, les beaux criminels, parce que c'est ce qui a meublé leur truc. Et on sent une sorte de respect mutuel, de relation quasiment personnelle qui peut exister. Voilà ce que je disais. Nous, les criminologues, on n'est pas policiers, on n'est pas juges, on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour les arrêter, on est là pour comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et on a une relation quasiment incestueuse avec eux. Sans nous, ils ne seraient pas suffisamment connus et sans eux, on n'aurait plus de boulot. Donc, mais alors on est obligé de faire des efforts. Mais on n'est pas obligé de les aimer. Mais la relation clinique permet d'entendre, d'écouter, de comprendre beaucoup plus de choses que si on était dans la révulsion. Mais même si je me lave beaucoup les mains en sortant, j'y suis allé. Mais justement, quand le monsieur dit pourquoi ils sont terroristes, vous nous donnez des pistes. Hein, il y a sans doute ce narcissisme, ce sentiment de toute puissance, d'impunité. Hein, c'est psychanalytique, hein, c'est la toute puissance infantile. Mais il y a aussi quand même une idéologie. Et cette idéologie, d'ailleurs, vous en donnez des linéaments dans votre livre avec Christophe Soulez, c'est quand même la dernière perle crachée par l'huître brune en terre arabe. Et d'ailleurs, les Américains, je ne sais pas ce que vous allez leur dire sur le thème de l'ennemi, mais les Américains sont très sensibles, les néoconservateurs, mais pas seulement, sont très sensibles à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a des livres d'intellectuels comme Paul Berman, etc., qui ont montré que le salafisme et le djihadisme sont au fond la variante, la version du fascisme en terre arabe. Alors, je ne suis pas arrivé à la conclusion identique. D'abord parce que je pense que fascisme, ça va pour... voilà, et que ça ne s'adapte pas au monde musulman. Il y a des fascistes dans l'espace musulman, mais par ailleurs, en général, c'est des laïcs. Voilà. Ceux que nous qualifions de fascisme avant, c'était les baasistes. C'était les baasistes, oui. Bah, donc, voilà. Deuxièmement, nous ne comprenons rien aux Syriens si on ne comprend pas qu'ils sont alaouites, les alaouites n'étant pas plus chiites que ma grand-mère, mais qu'ils sont les alliés des Iraniens, que les Iraniens sont des Perses, que les Perses ne sont pas des Arabes et qui ne sont pas sunnites mais chiites, et que l'essentiel du débat que nous avons, il ne pourrait être compréhensible, par exemple, que si vous faites une édition spéciale de vieilles cartes du monde d'avant-guerre en montrant les anciens empires. Car en fait, nous vivons un truc très particulier dans cette région. C'est la revanche de l'histoire et de la géographie que nous avons cru mettre au congélateur entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la chute du mur. Ensuite, quelqu'un a ouvert le congélateur, et d'ailleurs, nous avons regardé ce que ça faisait en Yougoslavie, hein, parce que l'expérimentation initiale, c'est chez nous, Yougoslavie. Ce que vous avez en Ukraine est une représentation parfaite d'un pays qui n'existe pas. C'est-à-dire un bout de Pologne, un bout de Lituanie catholique, avec un gros bout de Russie. Vous allez faire s'effondrer les colonnes de l'arc du jeu, là, hein, si vous dites ça. Non, parce que dans la réalité, c'est un pays construit de toutes parts, comme la Yougoslavie. Je n'ai rien contre l'Ukraine et les Ukrainiens. Je dis simplement que la division de ce pays n'est pas une division politique. Ce n'est pas une division géopolitique, c'est une division religieuse. Et que qui ne prend pas en compte cette donnée ne comprend rien. Quand Vladimir Poutine vous dit « vous êtes gentil, mais la Russie est née dans le russe de Kiev, et pour nous c'est l'Alsace-Lorraine plus Paris comme capitale », vous pouvez être d'accord ou pas d'accord et faire écrouler toutes les colonnes de toutes les revues intellectuelles du monde, ça ne change rien à l'histoire. La revanche de l'histoire et de la géographie, elle est parfaitement factuelle. Parce que l'histoire et la géographie ne sont pas ce qu'on veut ou ce qu'on aimerait, mais ce qu'elles sont. À la suite de quoi on dit c'est pas bien ce qui se passe, ou il faudrait trouver un accord, ou peut-être on pourrait trouver des solutions, etc. Mais
Pourquoi est-ce que l'Ukraine n'est jamais entrée dans l'Union européenne, même du temps du président Orange? Parce que nous avions un problème avec la Crimée. D'abord, aucun d'entre nous n'a imaginé même un seul instant que la Crimée était ukrainienne. Hein, personne. Voilà, parce que c'est juste impossible à dire. Deuxièmement, parce qu'il y avait une base de sous-marins nucléaires. Troisièmement, parce que c'était l'accès à la mer pour les Russes. Donc on attendait que la question Crimée soit résolue pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et pas dans l'OTAN. Poutine a réglé la question de la Crimée, entre guillemets. Au lieu d'écouter ce qu'il disait à l'époque, qui était, trouvons une situation bosniaque, une sorte de grande fédération, de machin, de trucs, tout le monde s'est échigné à lui faire payer les affaires iraniennes, syriennes et les positionnements du Russe en disant là, c'est bon, on a un coin, on va lui montrer ce qu'on est. Je veux dire, c'est la première guerre Russie-Union européenne, je peux vous donner le résultat. Russie 1, Union européenne 0. Vous voulez vraiment que les colonnes du cinéma s'écroulent ce matin, hein. On va prendre d'autres questions. Je crois qu'il y en a plein encore. Cher Alain. Voilà. Bon, merci pour tout ce que vous avez dit, cher monsieur Boer. Hein. Vous êtes toujours extraordinaire. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas dit un seul mot sur la collaboration des États dans ce domaine-là, dans celui que vous connaissez naturellement. Pour le mot collaboration, c'est pas un très beau mot choisi. Coopération, oui. Coopération, voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental, parce que puisqu'on a affaire à une sphère internationale, à une nébuleuse, comme vous dites, et qui est quand même plus ou moins, je dirais pas contrôlée, mais surveillée ici et là. Voilà. Ça, c'est une question que je me suis dit. Merci beaucoup. Alors, j'attendais votre question. Ah ben, D'abord, la coopération est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne depuis très longtemps. Elle se heurte à un seul et unique problème, c'est la protection de la source. Plus je donne une information précise à quelqu'un d'autre, plus je mets en danger ma source. En ma source, elle me donne à moi des informations qui ne sont pas uniquement utiles aux autres. Elle me donne des informations. Et donc, plus je donne des éléments et plus je les donne vite, plus je la mets en danger, parce que le nombre de gens supposément au courant du fait que demain, à 8 heures, il y aura un attentat à tel endroit est relativement réduit. Et donc, je crée les conditions de la perte de mes sources. Et d'ailleurs, on en perd beaucoup, justement parce que face à l'urgence de situation et à l'importance des enjeux, eh bien, le Mossad a perdu beaucoup de ses sources parce que le temps est devenu l'ennemi de la source et qu'elle n'était ni exfiltrable, ni protégeable. Donc, tous les services de renseignement du monde fonctionnent avec d'immenses précautions, en faisant une sorte d'équilibre entre ce qu'on va dire, quand on va le dire, et la précision de ce qu'on va donner pour éviter la perte de tout son réseau d'informations. Car qui dit perte de la source, dit la perte du réseau qui va avec. Alors, je ne révèle aucun secret pour le coup, mais c'est vrai que vous savez beaucoup de choses. Vous, par définition, vous savez beaucoup de choses sur cette coopération qu'évoque monsieur. Donc, elle est de très bonne qualité. Elle est de très bonne qualité, d'abord, avec la plupart des pays occidentaux et un certain nombre de pays qui avaient de bonnes relations. Elle est parfois un peu chaotique. Le retour du roi du Maroc demain au palais de l'Élysée va rétablir des relations plus fluides avec le Maroc. L'amélioration très sensible de la relation avec les Algériens a permis des avancées remarquables. Et il faut les remercier, les services algériens, de leur combativité sur ces questions, y compris pour résoudre quelques sujets après les faits, notamment la recherche des assassins de M. Gourdel, mais aussi sur l'ensemble de la zone sahélienne. Ils sont très, très informés. Ensuite, il y a des relations compliquées avec des pays d'abord qui sont en voie de disparition, le Yémen par exemple, mais qui est un pays très important, d'un certain nombre de pays arabes qui jouent plus ou moins le jeu, les Turcs que nous traitions pas bien et qui nous traitaient pas bien et qui nous traitent mieux depuis qu'on a décidé de leur parler avec, on va dire, un minimum d'emballage, de règles, de respect mutuel. Bref, il y a des écarts. Mais c'est probablement pas l'endroit où on a le plus de soucis. Le vrai souci qu'on a, c'est comment on transmet une information à des amis ou à des alliés sans mettre en péril l'élément qui fournit l'information. Et du coup, ça provoque des lenteurs, des imprécisions et, hélas, quelques trous dans la raquette. Mais probablement n'a-t-on jamais eu une meilleure coopération antiterroriste, y compris avec les Russes et quelques autres,
depuis probablement 2001. 2001 a été un tournant de la coopération antiterroriste. Maintenant, on a quelques soucis parce que les services de renseignement ne font pas que de l'antiterrorisme et qu'ils ont la mauvaise habitude aussi d'espionner leurs alliés. Nos amis américains en ont fait une démonstration. Enfin, M. Snowden, en tout cas, nous dit que nos amis américains en ont fait une démonstration assez développée et que du coup, il y a une sorte de qu'est-ce qu'on leur dit en échange, comment on échange, etc. Mais c'est plutôt meilleur que ça n'a jamais été dans l'histoire. Et nos amis chinois écoutent François Hollande et Manuel Valls depuis leur base de Cheville-la-Rue, dans le Val-de-Marne. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ouais. Mais ils sont très coopératifs en matière d'antiterrorisme. Donc c'est quand même de l'amitié. C'est de l'amour vache. D'accord. Merci beaucoup. D'autres questions ? Vous avez parlé de nombreux attentats qui ont été déjoués. Là, il y a eu une conférence de M. Koshko-Kovrar et qui insistait beaucoup sur la psychologie. Alors, qu'est-ce qu'ont en commun les personnages qui ont été étudiés sur leur plan de biographie et l'élément déclencheur du passage à l'acte? Vous pouvez nous parler de cet aspect purement bio-psycho-éducationnel? Merci. Merci. Alors, il y a peu d'études en France, en tout cas, sur les opérateurs terroristes ou supposés terroristes, puisque dans ce qui a été déjoué, l'intérêt, c'est que ça n'a pas eu lieu et qu'on est plus dans l'association de malfaiteurs en vue d'eux que dans les poursuites après coup, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle. Raymond Aron disait il n'y a pas d'histoire des catastrophes évitées. Oui, ça c'est vrai. C'est dommage d'ailleurs, c'est peut-être un ouvrage à écrire. En tout cas, les études qui existent partout ailleurs montrent grosso modo des profils relativement cohérents pour ceux qui appartiennent à des organisations structurées, donc qui agissent sur instruction. C'est une détermination une fois. Il y a très souvent une vengeance personnelle liée à un phénomène qui leur est arrivé ou à quelqu'un de proche. C'est le cas de Koulibaly, par exemple. Le meilleur ami de Koulibaly a été tué en fuyant par un policier dans un parking il y a quelques années. Et donc la haine de Koulibaly pour les policiers est probablement la seule explication de l'assassinat de la policière de Montrouge. Mais dans tous les autres cas, on identifie 4 ou 5 modules de passage à l'acte, dont l'essentiel est un leader des suiveurs, c'est-à-dire juste un patron de groupe et des gens parfaitement désœuvrés ou extrêmement en quête de leur propre identité et qui décident d'exister. Et le passage à l'acte, que ce soit ça, l'attaque d'une bijouterie ou poser une bombe est à peu près pareil. Les autres sont des militaires, des militants, des soldats qui agissent sur ordre en vue d'un objectif ciblé. C'était le cas du premier attentat du World Trade Center, par exemple, où là, les analyses psychologiques ont été faites par un de mes collègues du John Jay College, Charles Strozier. Et donc, vous avez un certain nombre d'ouvrages sur la question. Voilà. Pour ce qui est des Français, malheureusement, je n'ai pas connaissance d'une étude longitudinale claire sur les motivations psychologiques des présumés terroristes ou des condamnés pour terrorisme. Donc je ne peux faire référence qu'à des études étrangères et essentiellement anglo-saxonnes. Sauf Alain, peut-être pour compléter la question, justement que quand le gouvernement, enfin en l'occurrence Cazeneuve, produit cette vidéo de contre-propagande, c'est sur la base d'une compréhension ou d'une tentative d'analyse des motivations des recrues. Alors ça, c'est vrai qu'on a analysé non pas les recrues, mais les méthodes de recrutement. Et en fait, là, il y a eu une analyse très bien faite par un certain nombre de mes collègues qui a permis d'identifier une recherche assez ciblée, en fait. Et ça, c'est le drame, l'avantage et le drame de Facebook. L'avantage, c'est que Facebook donne accès à des informations intimes que vous ne donneriez à personne d'autre, mais que vous étalez très gentiment sur vos pages au plus grand bonheur des services et par ailleurs des djihadistes, si on ne peut les appeler comme ça, mais surtout qui ont vu que toute la recherche humanitaire, tous les engagements au bénéfice des enfants, du social, bref, tout ce qui relève un peu de ça, fournissait des cibles particulières qui expliquaient la manière dont on choisissait les candidats au djihad, notamment les filles, et qui avait une recherche tout à fait particulière et très développée, qu'on retrouve d'ailleurs dans un des manuels qui existe en arabe et en anglais sur Internet, sur l'art et la manière de trouver des nouveaux.
Alors les uns en leur expliquant qu'ils sont là pour aider et protéger les enfants, les autres qui sont là pour soigner les victimes, etc. Donc on agit sur ces réseaux, ce qui explique pourquoi autant de jeunes filles se sont senties intéressées à partir un peu comme des infirmières de guerre, même si après il y a un tri extrêmement sélectif. Pour les garçons, les motivations sont à la fois humanitaires ou un grand profil cause perdue ou aventurier. Et donc il y a un ciblage extrêmement bien fait, probablement par des logiciels mis au point par des gens qui ont parfaitement intégré les problématiques Internet, réseaux sociaux, terrorisme 2.0, on va dire. Et il y a là effectivement un très très important travail de ciblage et de criblage des candidats potentiels, ce qui explique l'efficacité du dispositif. Ensuite, il suffit de leur donner le mode d'emploi pour rejoindre la Turquie et ensuite passer la frontière. Merci beaucoup. Donc, allez-y, oui. Pensez-vous que l'évolution des relations avec la Russie permettra aux producteurs de pommes français d'exporter vers la Russie à nouveau? La dimension terroriste de la pomme, même si elle fermente et pourrait être un produit avec beaucoup de travail détonnant, non, je ne suis pas sûr que la manière dont nous parlions avec Vladimir Vladimirovitch Poutine et la manière dont il évolue lui-même à l'intérieur de son espace de radicalisation nationaliste en période de crise soit de nature à nous faciliter beaucoup la vie. Maintenant, il y a eu un certain nombre de dialogues préparatoires à la visite qui a eu lieu à Moscou. Il y aura aujourd'hui un dialogue diplomatique. En tout cas, après, ça fait combien? 6 mois 7 mois de guerre larvée. Des gens se parlent et se parlent sur des sujets où ils sont en mesure de se comprendre, aux grandes dames d'ailleurs du président ukrainien qui a bien compris que dans cette affaire, il allait y laisser probablement la fédéralisation de son pays, un couloir direct d'accès à la Crimée, bref, un autre Kaliningrad, puisque c'est ça l'objectif global de cette affaire. Voilà, à la suite de quoi est-ce que la Russie entrera dans un processus de sortie de crise et est-ce que ça aura un effet sur les exportations françaises? Je ne sais pas. De toute façon, à mon avis, avant de livrer les pommes, il va falloir qu'on livre un bateau. D'accord, merci beaucoup. Évidemment, votre réel politicisme n'est pas forcément celui de la revue. Allez-y. Oui, non, on a un peu de temps encore. Ah ben d'accord, merci. En tant que journaliste, je voudrais savoir quel serait le conseil, ou du moins ce que vous pouvez penser, le rôle des médias. Parce que vous n'avez pas dit un seul mot, cher monsieur, sur les médias. Parce qu'en fin de compte, d'abord, il y a un problème de propagande dans tout ça. Il faudrait que ça se sache, et qu'on est terrorisé que si on a conscience qu'on peut l'être. Alors voilà, je voudrais savoir quelle est la subtilité pour les médias. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Est-ce qu'ils font bien leur métier? Est-ce que c'est pas... Voilà ma question. Moi, je pense que les médias sont là pour dire la vérité et fournir de l'information. Donc je pense qu'il n'y a aucun rôle particulier, qu'ils ne sont pas ni producteurs de terrorisme, ni producteurs d'antiterrorisme. Ils font des choix. Moi, j'ai constaté des différences de traitement entre les chaînes d'information continue, d'abord, ceux qui voulaient se transformer en chaîne d'information continue, ce qui était le cas de chaînes qui ne l'avaient jamais fait et qui ont décidé de faire comme les autres. Là, on ne va pas faire du politiquement correct. Il y a eu disons, des questions au moment des arrestations des terroristes du 7 et du 9 janvier. Il y a eu des questions posées assurément valides et pertinentes sur le danger d'interférence de chaînes d'infos en continu avec les opérations de police antiterroristes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un problème, vous pensez, des directs? Ce problème existe depuis l'opération menée pour libérer l'Airbus sur l'aéroport de Marseille. Quand vous voyez... En décembre 1994. Voilà, les préparatifs d'un assaut, que vous ne masquez pas, que vous n'isolez pas les télévisions de la préparative d'un assaut, vous prenez le risque. Et donc là, il y a un enjeu qui est assez simple. Et d'ailleurs, vous voyez très bien les différences de traitement. Les gendarmes ont mis les journalistes 3 km plus loin. Et grosso modo, ils ont entendu boum et ils ont vu de la fumée au moment où ça s'est passé. À Paris, la télévision a pu filmer la préparative de l'assaut, les opérations, etc. Donc, ce sont des choix. On peut isoler la presse au moment d'un assaut. Et je pense qu'il est absolument indispensable que les services de l'État, quand ils ont le choix, provoquent cet isolement dès le début, quand il y a prise d'otages et opération.
Maintenant, pour le reste, les médias sont là pour dire ce qui se passe. On leur reprocherait de nous cacher des choses. Moi, ce qui me manque chez les médias, ce n'est pas l'information, même en continu. C'est la mise en perspective. Et alors là, il y a un petit souci qui est l'apparition de l'expert sur la chaîne de télé en continu. Alors, je précise, je fais partie de la population concernée. Donc, je n'ai pas de problème particulier avec ça. Après tout, il faut meubler, parce que 24 heures sur 24, quand on n'a rien à dire, c'est dur. Mais il y a un souci dans la sélection. Je veux dire par là que moi, j'ai une chance. L'État a fait de moi le titulaire d'un monopole. Je suis une espèce en voie d'apparition, j'espère que je ne suis pas en voie de disparition, c'est-à-dire le seul titulaire d'une chaire universitaire de criminologie. Je vois beaucoup de criminologues à la télévision. Alors il y en a, c'est des anciens étudiants à moi, je ne vais pas me plaindre, tant mieux pour eux. Il y en a d'autres, je ne sais pas d'où ils sortent. Il y en a certains, c'est de purs escrocs, connus comme de purs escrocs, mais comme il faut quand même meubler 24 heures, pourquoi pas faire venir l'escroc? C'est un peu le débat habituel sur j'ai le gardien de camp de concentration et j'ai un survivant, ça fait 2 points de vue, on va faire chacun 5 minutes. Il y a un sujet là qui est le sujet de la qualité de l'information et non pas de l'existence de l'information. Moi, j'ai aucun problème avec l'idée qu'une chaîne d'information, quelle qu'elle soit, dise ce qui est en train de se passer, explique ce qui est en train de se passer et donne la parole, y compris aux acteurs de ce qui se passe. Ça ne me pose pas de problème. La mise en perspective, par contre, la partie qualitative du sujet, me pose problème. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est des chaînes d'information en continu, plus c'est dans l'air. Merci beaucoup, c'était effectivement une excellente émission. Alors, et vous êtes d'ailleurs souvent... autre question. On va peut-être les rassembler là parce que l'heure tourne. Oui, je voudrais revenir sur le cas de Mohamed Merah. Est-ce que vous ne pensez pas que... Moi j'ai l'impression que c'est complètement trompé sur le profil psychologique de Mohamed Merah. C'est-à-dire qu'en fait, bon, Mohamed Merah, il a essayé de rentrer dans la Légion étrangère, il n'a pas été pris. Bon, après, il essaie de rentrer dans l'armée française normale, il n'est pas pris. Après, il essaie de rentrer à Al-Qaïda, il n'est pas pris non plus. Alors, il se paye à ses frais des espèces de cours, machin. Donc, dans le fond, la motivation profonde de Mohamed Merah, c'était dans le fond un épouvantable syndrome de l'échec. Et son plan, c'était de buter un par un des militaires. Donc, il avait une haine des militaires. Et dans le fond, on a commencé à parler de lui quand il a massacré des enfants de l'école juive. Mais d'ailleurs, le jour où il a massacré les enfants de l'école juive, bon, je ne dis pas qu'il n'a pas fait exprès, mais toute la matinée, il avait planqué pour buter un militaire. Et ça, donc il était furieux. Bon, il passe devant une école juive, il bute les gens de l'école juive. Mais alors, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir un petit peu idéologiser des comportements qui sont dans le fond des comportements très personnels, très humains? Bon, par exemple, alors dans le cas des frères Kouachi, bon, c'était évident que c'était d'ailleurs, pour moi, c'était pas une opération terroriste, c'était une opération militaire très ciblée. Bon, c'était des soldats. D'ailleurs, entre parenthèses, le grand frère Kouachi était totalement inconnu au bataillon en France. C'est les Américains qui nous ont informés sur son compte. Cette information est inexacte, mais c'est pas grave. Ils étaient connus tout le monde se partage ces informations pour revenir à un débat sur la coopération. Donc il était parfaitement connu. Chacun a juste mis à jour la fiche de l'autre. Mais dans le cas d'Amédi Koulibaly, c'était un petit peu du style, beaucoup plus du style un peu personnel, Mohamed Merah, etc. Donc est-ce qu'on n'a pas tendance à chercher des grands systèmes idéologiques Non, d'abord il faut les écouter eux. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un profil psychologique, il écoute son sujet. Quand il est vivant, c'est mieux. Et donc eux, ils disent beaucoup de choses. Merah, on en a 100 et quelques pages de ce qu'il raconte aux jeunes policiers de la DCRI pendant le siège. Il lui parle très longuement. Vous avez d'ailleurs de ça en diffusion. Je crois que c'est Libération qu'il a mis en annexe sur son site. Vous avez l'intégralité du dialogue vu la porosité importante entre les médias et les services de police ou judiciaires, dans ce cas précis. Vous avez beaucoup de choses. Donc il dit beaucoup de choses. Alors, ce que vous dites est parfaitement vrai. À aucun moment, l'école juive n'a été la cible préméditée de Merah. Elle devient la cible parce qu'il est aussi antisémite. Enfin, pardon, anti-juif. C'est-à-dire anti-Israël qui doit payer pour ce qui se passe dans les territoires palestiniens. En fait, c'est un antisionisme totalement pas digéré. C'est-à-dire pas interprété. Donc, tout juif est un sioniste par essence. Oui, bien sûr, c'est un parfait hasard. Mais il se fait l'école juive quand même. Il ne se fait pas un militaire qui passe dans la rue. Ce n'est pas comme le Koulibaly 2 de Nice, ou celui qui attaque un soldat sur la gare souterraine de la Défense. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un substrat.
Mais lui-même, il idéologise très très bien le pourquoi des choses. Il y en a 100 pages, il faut lire les 100 pages, comme il faut regarder la vidéo mise en scène de Koulibaly. Il manque la dernière partie, hein, on ne sait pas où et qu'on verra peut-être un jour. Et surtout, il nous manque la vidéo des Kouachi, dont nul ne sait si leur caméra a marché ou pas, s'ils ont eu le temps de l'envoyer ou pas, et si on la verra passer un jour ou pas. Et puis il nous manque la vidéo où on verra Madame Boumedienne, héroïne du califat, arriver sur place et intervenant pour dire tout le bien qu'elle pense des actions de son mari et appelant les femmes prêtes au djihad à venir sur place. Donc voilà. Mais en la matière, non, il n'y a pas d'idéologisation a posteriori, car ils nous disent des choses. Les Kouachi, c'est compliqué, là, parce qu'il faut qu'on invente. Donc on regarde, qu'on analyse sans le sujet. Mais dans les autres cas, ils nous parlent beaucoup. Parce que justement, ça fait partie du jeu terroriste que de parler beaucoup, de dire, d'expliquer, de proclamer, de se référer, de diffuser, voilà, de mettre en scène. Et donc, non, Merah, il n'y a pas eu d'idéologisation a posteriori. Au contraire, il nous a expliqué énormément de choses. Et il faut lire avec beaucoup d'attention. Alors, c'est écrit en tout petit, mais c'est très intéressant. C'est du français parlé, hein, c'est de la retranscription audio. Mais c'est très, très, très bien fait. Et ça dit beaucoup de choses sur Merah et pourquoi il le fait. Et vous avez raison, une partie de ce qu'il dit, c'est j'ai été jeté, j'ai même pas pu être pompier. Voilà. Donc il avait un besoin de reconnaissance par l'uniforme qui lui a été refusé. Mais pourquoi lui a-t-il été refusé? Il y avait aussi quelques raisons. C'est son instabilité psychologique et surtout son passé criminel. Donc il y a toute une série d'éléments qui viennent se rajouter à cela. Un profil psychologique est par nature un profil complexe. Dans Merah, il nous l'explique très longuement. Koulibaly nous l'explique de manière vidéo, mais de manière très détaillée, en fait. Hein, même si c'est une courte vidéo, 11 minutes, elle est très détaillée. Kouachi, mystère et boule de gomme. Donc là, nous serons dans le noir pour essayer de comprendre. Mais on attend que quelqu'un, à un moment ou un autre, éventuellement, nous donne des éléments permettant d'éclairer ça. Et vous avez raison, il y a un des frères, on sait à peu près bien pourquoi, comment... le Yémen, la détermination, la prison, Bégale, tout ça. L'autre, c'est qu'une construction pour l'instant. Y compris sa présence au Yémen reste une construction. On n'est pas totalement sûr. Les Américains. Non, il n'est pas très connu. Il est juste passé, voilà, comme Merah. Merah, vous avez tort, il n'a pas été rejeté par Al-Qaïda, il n'a pas pu y arriver. Il a été intercepté sur la route. Mais autrement, il aurait été pris. Comme Zacarias Moussaoui. Alors, si vous voulez lire quelque chose d'intéressant, je vous conseille le New York Times, pardon pour ceux des autres médias. New York Times vient de publier 4 extraits de confessions de Zacarias Moussaoui sur les conditions dans lesquelles il a préparé le 11 septembre. Elle vient de publier de manière complète la semaine dernière. Alors là, je vous recommande, c'est en anglais, bon, mais je vous recommande la lecture très attentive des conditions d'organisation et de préparation du 11 septembre, vues par le seul protagoniste vivant, intercepté à la frontière canadienne avant qu'ils commettent l'attentat. Vous avez 4 trucs qui vont de 11 à 38 pages et qui sont extrêmement intéressantes et très détaillées. Et alors là, on n'a pas besoin de reconstruire le pourquoi du comment. Il vous l'explique, et il vous l'explique dans des conditions où il n'a rien à gagner, rien à perdre. Merci beaucoup. Alors, Alain Boer, l'heure tourne. On a peut-être encore 1 ou 2 questions. Je vais essayer d'en glisser une aussi, parce que ce sont des questions que tout le monde se pose. Allez-y. Oui, justement, est-ce que vous pensez que c'est sain que ce soit accessible à tout un chacun ou toute une chacune et que ça ne devait pas être restreint aux experts ou pseudo-experts qui pourraient ensuite justement en extraire la substantifique moelle et que ça ne serve pas d'exemple ou qu'on sectionne une des phrases et que ce soit utilisé pour l'apologie de tel ou tel crime. Sinon, le fait que ce soit son frère, moi, je veux dire, un frère peut influencer l'autre frère. Moi, déjà, ça me suffit dans les familles. Et est-ce que vous pourriez un petit peu parler de l'aspect folie éventuel? Et sinon, comment vous interprétez le fait que le New York Times n'ait pas publié les caricatures et par contre, publie ça? Publie ce rapport. Et j'en glisse une autre, puis je ne sais pas s'il y en a encore. Il y a d'autres questions? Donc une autre peut-être pour terminer, parce que ça c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que demain, certains djihadistes peuvent recourir aux terroristes NRBC, hein, c'est-à-dire nucléaires, radiologiques, bactériologiques ou chimiques? Alors, vous avez beaucoup de questions dans votre question. Donc, oui, les relations entre frères sont celles-ci, mais je peux vous donner des relations entre frères qui sont exactement l'inverse. Donc il n'y a pas de logique mécanique
dans l'influence, surtout entre un aîné et un plus jeune. Là, c'est l'inverse qui fonctionne, donc c'est pas garanti sur facture. Peut-être, est-ce un élément, mais comme on n'en sait rien, et je fais comme les gens qui disent qu'ils n'en savent rien. Deuxièmement, est-ce que ça doit être réservé à... Alors moi, d'abord, j'ai un problème avec la censure en général, j'ai un problème avec les lois mémorielles, j'ai un problème avec les textes Pleven et Guesso. Je suis un partisan du premier amendement, je sais que c'est extrêmement douloureux, mais je ne pense pas qu'on censure les choses qui nous fâchent, je pense qu'on se bat contre. C'est votre côté américain. Le fait de croire de manière illusoire que la loi va régler le problème en interdisant l'expression d'une pensée noire démontre que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça ne marche pas puisque ça se développe malgré des textes qui ont désormais 20 ou 30 ans. Donc on ne va pas se réfugier derrière les textes qui interdisent, qui censurent, etc. On doit se réfugier, plutôt, on doit se battre en allant combattre, en allant discuter, en allant dialoguer, en allant convaincre. Et donc, moi, je suis pour que tout ce qui doit être publié soit publié, sauf ce qui relève du secret de la défense nationale. Et je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de choses qui relèvent du secret de la défense nationale. Donc, je suis favorable aux lanceurs d'alerte, etc. Je lis dans les journaux des trucs extrêmement précis, pointus, travaillés et des n'importe quoi tout aussi remarquables. Et je trouve que ça fait partie du jeu de ce qui est justement l'information. Moi, j'y suis extrêmement favorable. Et même quand je regarde 3 fois de suite ma fiche Wikipédia découvrant des morceaux de ma vie que je ne connaissais pas moi-même avant, je me dis que c'est le prix à payer justement pour avoir un outil libre, aussi inexact et parfois entre guillemets diffamatoire soit-il, c'est la vie, on survivra très bien à ça. Puis si on est vraiment agacé à titre personnel, eh ben on va porter plainte pour diffamation, mais au moins on le fait pour un sujet précis et pas pour des illusions. Moi je ne suis pas pour le cacher, sauf quand c'est absolument indispensable. Voilà, je ne suis pas pour mentir, je suis pour ne pas dire toute la vérité, c'est pas exactement la même chose. Et en la matière, j'ai rien contre le fait que le New York Times publie une pièce d'un procès judiciaire qui par nature se doit d'être le plus ouvert possible et qui permette l'éducation la plus large possible. Quant aux citations tronquées, on n'a pas besoin de censurer un texte pour en avoir, on en a tout le temps, y compris des vraies fausses citations qu'on aime bien, du genre Malraux et le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, dont lui-même explique dans une interview qu'il ne l'a jamais dit. Mais nous sommes tous persuadés qu'il l'a fait, et après tout, pourquoi pas. 1, 2, 3, il y avait une troisième question à la fin. Donc le terrorisme bactériologique, ah oui. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Madame avait une troisième question, alors j'ai répondu à la... Ah voilà. Ah, je ne sais pas, ça c'est le New York Times, ce sont les mais tous les Américains et les Anglais sont pareils, donc ils publient des textes qui sont censés ne choquer personne et pas des images qui sont censées choquer des gens, c'est leur curiosité, mais c'est un choix qu'ils prennent eux, personne ne les oblige à le faire, ils considèrent que c'est comme ça que ça doit être, et ce sont les mystères américains et des Anglais d'ailleurs. Je vous rappelle que la même chose est arrivée lorsque quelqu'un a voulu montrer la une de Charlie Hebdo dans une interview à ITV, je crois. C'était Caroline Forrest. Voilà, merci. Et où la présentatrice d'ITV a dit « Ah, on s'excuse, jamais on le ferait. » Bon, c'est un problème culturel. Différence culturelle, disaient des Chinois, quand ils veulent qu'on comprenne qu'ils ne comprennent pas. Dernier sujet NRBC. Alors, le NRBC, depuis toujours, Al-Qaïda, enfin, ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, le vrai nom, c'est Front International Islamique de lutte contre les Juifs et les croisés. C'est moins marketing, mais c'est plus clair. Al-Qaïda, c'est nous qui leur avons donné ce nom, pas eux. A toujours cherché à récupérer des bacilles, des trucs radioactifs. Ils ont toujours pensé que c'était un truc extrêmement utile pour lutter contre, pour leur combat, entre guillemets, de djihadisme décentralisé international. Et donc, c'est un sujet extrêmement classique et récurrent, mais qui, fort heureusement, est limité par des éléments dont je ne vais pas vous parler ici, mais qui montrent que, a priori, ce n'est pas une très bonne piste du point de vue de leur activité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait des choses à la fois plus simples et plus spectaculaires, comme le 11 septembre. Ça a à peu près le même effet, c'est beaucoup plus visible. Voilà. Par contre, ils sont toujours à la recherche, et un jour, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arriver un jour à avoir un outil qui montre, par exemple avec le Pakistan ou la Corée du Nord, à quel point il tient en respect les grandes puissances, même quand elles sont particulièrement intéressées, y compris la Chine, à remettre un peu d'ordre dans leur basse-cour. Il y a d'autres questions? Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'il faut craindre aussi que certains djihadistes, Al-Qaïda peut-être, voire l'État islamique, fassent ce qu'on appelle du cyberterrorisme?
Est-ce que c'est une menace réelle ou un peu imaginaire là? D'abord, il y a beaucoup de cyber-confusion. Parce que cyber, ça n'a jamais voulu dire Internet. Hein. Cyber, ça veut dire société complexe. C'est un terme, c'est un auteur de science-fiction qui a inventé l'idée qu'il y aurait un cyber-truc. Et alors, entre le cyberespionnage, le cybercrime, la cyberguerre et le cyberterrorisme, on parle de 4 sujets très différents. Pour ce qui est du cyberterrorisme, le cyberterrorisme ne vise à détruire rien du tout. Le cyberterrorisme vise à utiliser de la propagande. Le cybercrime vise à vous piquer de l'argent. Le cyberespionnage vise à être dans votre ordinateur sans que ça se voie. La cyberguerre vise à détruire vos équipements informatiques. Le cyberterrorisme, c'est de la propagande. Et les cyberterroristes n'ont pas besoin de détruire. Ils veulent propagander. Par contre, je voulais dire plutôt cyberguerre. Ils veulent prendre le contrôle. Certains d'entre eux se disent qu'avec SCADA, par exemple, ils peuvent prendre le contrôle d'une centrale nucléaire, d'une centrale électrique, d'un barrage, etc. Beaucoup des hackers ont montré la vulnérabilité générale des systèmes, mais il faut le dire, 99,9% des opérations cyber n'importe quoi nécessitent la participation et l'action, la bonne volonté et la stupidité de la victime. Car si vous recevez, comme moi, tous les jours 8 emails vous proposant de vous faire repousser les cheveux, maigrir, augmenter votre outil reproducteur masculin ou votre outil mammaire féminin, et que par ailleurs, une vieille veuve nigérienne a décidé de vous offrir au nom de Dieu, et à vous, rien qu'à vous, qu'elle ne connaît pas, certes, mais dont elle sait à quel point vous êtes gentil, 20 millions de dollars, et que vous répondez, vous êtes un con. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de traiter cette question, si vous voulez. Donc il y a 0,0001% d'entre vous qui vont répondre et ils vont se faire plumer parce que c'est la vie et malheureusement personne n'y peut rien. Le 0,1% autre, c'est sophistiqué, c'est compliqué, c'est très dur à déjouer, ça nécessite beaucoup de capacités informatiques et en général ce sont des États ou des entreprises qui ont de gros moyens et ils le font pour des raisons extrêmement précises et claires. Évidemment, un jour, un opérateur terroriste aura envie de montrer sa toute-puissance en mettant à bas un système informatique. Au jour d'aujourd'hui, ils n'utilisent que du déni de service ou du défaçage. C'est-à-dire qu'ils vous mettent des petits terroristes qui rigolent sur votre page d'accueil ou ils vous empêchent d'accéder à la page d'accueil parce que 154 000 autres ordinateurs, on vous envoie des demandes au même moment. Évidemment, on ne peut plus y accéder. Lisez dans Le Monde, d'ailleurs, comment le compte Twitter du Monde a été piraté. Il vous raconte ça et il vous explique que, grosso modo, c'est à cause d'une faille de leur système de sécurité, ce qui est également le cas de Sony ou de tous les autres. Au jour d'aujourd'hui, les grandes catastrophes informatiques sont liées à des failles de sécurité, pas à la compétence ou à l'intelligence des opérateurs. Le niveau de sophistication est bas parce que nous avons un système qui est fait pour accélérer la transmission des données et pas pour les protéger. Internet est un système qui est fait pour être ouvert et pas fermé. C'est toujours la complexité d'essayer de changer la nature même d'un système en faisant du ravalement sans modifier les fondations. Voilà. Mais ce risque existe, il est pris en compte. Et un jour ou un autre, on aura probablement à se poser la question d'un opérateur terroriste plus sophistiqué que les autres qui décidera de faire une opération plus spectaculaire que les autres. Mais voilà, mais il faudra qu'elle soit spectaculaire. C'est pour ça qu'on est toujours entre deux. Le lumpen terroriste, n'importe qui avec un couteau, une voiture, voilà, ou l'hyper-terroriste parce que le 11 septembre a montré le niveau de manière très élevée. Entre les deux, c'est assez compliqué, mais c'est possible. En tout cas, ils essayeront. Merci beaucoup, cher Alain Boer. Est-ce qu'il y a encore une question ? Il nous reste 2 minutes. Alors, c'est moi qui vais conclure avec une dernière question. Je suis désolé. S'il n'y en a pas d'autres de votre part. Alors, vous l'avez bien montré, oscillation entre hyperterrorisme, lumpen-terrorisme. Autrement dit, il y a un terrorisme très artisanal. D'après vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui va être privilégié sur le sol européen et notamment sur le sol français dans les mois qui viennent ? D'habitude, ils alternent, c'est-à-dire qu'après une opération chez vous, ils en font une contre vous, mais sur un territoire étranger, juste pour justement contourner le processus de sécurisation. Donc ou de ça pourrait être Boko Haram contre des intérêts français, par exemple. Bah, ils ont déjà commencé. Oui. Le Cameroun est notre précaré historique. Donc le Mali l'a été. Donc il y a toujours des effets d'alternance. Bon, l'assassinat de M. Bourdelle a eu lieu en Algérie. Il y a toujours un effet. Donc il faut toujours faire attention. Moi, je me rappelle, début septembre 2001, il y a eu une délégation de la CIA qui est venue à Paris voir les experts en leur disant « Bon, alors, où aura lieu le prochain attentat contre nos ambassades ?» Et les experts européens qui étaient là ont dit « Mais vous pourriez peut-être regarder chez vous, parce que c'est pas qu'on a des informations, mais quand même,
traditionnellement, c'est comme ça que ça se passe. Évidemment, les responsables de la CIA, à part l'homme qui s'occupait de l'antiterrorisme au FBI, M. O'Neill a dit « Vous êtes gentil, mais enfin, nous, on sait, on est des vrais espions, genre Mera, vous voyez, pof. Voilà, vous êtes gentil, on a bien compris, vous étiez des purs esprits. Nous, on est sur le terrain, on sait ce que c'est. Donc, quelle ambassade, dans quel pays, où est-ce que ça va se passer ?» On leur a dit « C'est pas que ça risque de se passer dans... C'est pas que ça ne se passera pas. C'est qu'on pense pas que c'est là que ça va se passer. Mais on n'en sait rien en particulier. Quand même, vous devriez regarder dans votre cours. Et il y a eu le 11 septembre et c'était chez eux. Voilà. Et une des victimes de ça, c'est M. O'Neill qui avait quitté le FBI tellement il en avait marre de ne pas se faire entendre. Il était devenu directeur de la sécurité du World Trade Center. Et quelque part, il avait eu raison au prix du sang. Donc, la réalité, c'est que c'est toujours là où on ne s'y attend pas. Et le lendemain, on dira comment on a fait pour louper ce truc-là parce qu'on savait tout et qu'on ne l'a pas vu. Merci beaucoup, cher Alain Boer, pour ces analyses vraiment passionnantes. On va retrouver donc l'intégralité de ces échanges sur le site de La Règle du Jeu, www.laregledujeu.org. Je rappelle, avant de conclure totalement, les 100 mots du terrorisme que vous avez co-signé avec Jean-Louis Bruguière aux éditions des Presses universitaires de France, c'est un que sais-je, aux éditions First, donc le terrorisme pour les nuls. On s'est beaucoup appuyé sur ce livre pour nos échanges. Vous l'avez co-signé avec Christophe Soulez, celui-là. Et enfin, avec Roger Daché, toujours aux Presses universitaires de France, dans la collection Questions judiciaires, une histoire de la médecine légale et de l'identification criminelle. Merci beaucoup. Continuez donc à travailler justement sur le décèlement de ces groupes terroristes. On a besoin de vous. Merci, cher Alain Boer. À très bientôt en tout cas.